Bonjour, bonjour. Je vous laisse tous vous connecter. Je crois qu'on a 2-3 minutes avant de commencer, le temps que tout le monde arrive sur Livestorm pour les 10 tendances éditoriales de 2023. Voilà, je vois que vous êtes déjà 200 à être connectés. Et ben, ça fait plaisir. À nouveau, on va attendre pour ceux qui viennent de nous rejoindre encore quelques secondes, peut-être 2-3 minutes, et on va attaquer. J'espère que vous êtes en forme. Nous, on a bravé le froid à Paris pour venir en fait dans les bureaux dans lesquels on aurait été ravis de vous accueillir. Comme vous le savez, c'était prévu de vous recevoir tous dans nos bureaux pour la présentation de ces 10 tendances éditoriales, mais les grévistes en ont voulu autrement. C'est pas grave. L'année dernière, c'était le Covid. Je crois que j'avais eu le Covid la veille de la présentation de nos premières tendances éditoriales. Cette année, c'est les grèves, mais on n'abandonne pas, on ne lâche pas. Et ça fait à nouveau très plaisir d'être avec vous tous. Pour rappel, avant que tout le monde nous rejoigne, vous pouvez évidemment faire un petit coucou. Je crois qu'il y en a qui ont commencé à le faire dans le chat à droite. C'est toujours sympa. Et ce sera aussi l'espace au sein duquel vous pourrez poser des questions, interagir. Je vous promets, je ne vous ai pas mis des dizaines de quiz, même si c'est sympa les quiz, pour vous poser des questions et interagir. Il y en a quand même 2-3. Donc vous verrez, c'est sympa, mettez des pouces en l'air, réagissez, posez vos questions. On verra si à la fin de la présentation, on a vraiment le temps de passer à un question-réponse. Vu que vous êtes énormément de personnes connectées, ce ne sera pas facile de prendre la parole. Mais à nouveau, si vous avez des questions, posez-les. Mon équipe va y répondre en live. Il y a Romain qui est juste à côté de moi, Emma, Laetitia, Bertie, Alex, toute la team market et de content stratégie de YouLovers va être connectée ce matin. Donc, n'hésitez vraiment pas. L'idée, là, ça restera quand même de plutôt vous faire une présentation assez globale des 10 tendances, sans trop d'interruptions. Mais promis, on aura plein d'autres occasions. Un, de vous recevoir dans nos bureaux chez Holywords, pour ceux qui ne sont pas encore venus. Et deux, vous le verrez à la fin de vous présenter un petit programme d'événements qu'on va organiser ces prochaines semaines auxquels vous pourrez vous greffer. Voilà. J'attends encore 2 secondes, vous dire peut-être quoi, que c'est la 2e fois qu'on fait cette presse. L'année dernière, c'était un peu, c'était un peu une première pour nous. Et là, c'est pas qu'on commence à être rodé, mais on y a pris goût. Le fait d'avoir présenté ces 10 tendances l'année dernière au marché et de vous les avoir proposé, ça nous a procuré pas mal de plaisir, parce que finalement on allait chercher les infos à gauche à droite, on allait sonder le marché sur ce qui bougeait, et cette année on voulait vous faire la saison 2 de tout ça. Romain, on y va? Ouais. Ok. Je ne sais plus combien vous êtes là, mais ça y est, je crois qu'on est pas mal de toute façon, sinon les retardataires prendront la presse en cours de route. Et oui, je regardais d'ailleurs, c'est assez intéressant, vous êtes connectés de Saint-Étienne, de Berlin, de Londres, de Paris évidemment, de Bordeaux aussi, et je me dis finalement, quand je philosophe un petit peu, qu'on n'a pas pu se voir en IRL aujourd'hui, mais qu'on peut être un peu plus de fous, être connectés à se suivre ce matin. Donc en soi, c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne nous connaissent pas encore forcément, moi je suis le fondateur de la société, je suis Grégory. Je l'ai créé il y a maintenant à peu près 10 ans. On fête nos 10 ans cette année d'ailleurs de YouLovers, donc préparez-vous, il y aura des festivités assez cool. Et en fait, je suis passionné par les marques, par la créativité, par le contenu. Et avec l'équipe de YouLovers, on accompagne aujourd'hui une centaine de clients. Alors, il y a les boîtes du CAC 40, mais il y a aussi des belles startups françaises et internationales. On a des clients français et internationaux. Et on le fait avec une équipe d'à peu près 35 personnes, essentiellement basées à Paris, mais on a aussi Audrey qui est à Vienne en Autriche et d'autres personnes comme Benoît qui sont à Bordeaux, mais on est plutôt basé à Paris aujourd'hui. Et on le fait sans y passer trop de temps, avec une solution qu'on présente comme la solution leader dans le content marketing qui repose sur 6 piliers. Le premier, finalement, c'est celui de ces content stratégies, de ces chefs de projet éditoriaux. On en a une quinzaine dans la boîte. Et leur métier, c'est vraiment de vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie éditoriale et dans la production des contenus qui répondent à cette stratégie. Que ce soit une stratégie qui soit marketing ou de com, en B2B, en B2C, on a vraiment les équipes pour répondre à ça. On s'appuie sur un réseau de talents éditoriaux, des freelances. On en a 5000 aujourd'hui, qui sont des rédacteurs, des journalistes sectoriels, des motion designers, des podcasters, français et internationaux.
On pilote en fait les stratégies et la production des contenus de nos clients via une plateforme de gestion éditoriale qui est en perpétuelle évolution. Si vous travaillez avec nous, vous l'avez peut-être déjà testé. Si ce n'est pas le cas, on vous en reparlera. On a en fait mis en place une méthode de Content Factory qui permet vraiment, c'est une sorte de sauce you love words, rien non plus de révolutionnaire, mais vraiment d'avoir appris depuis 10 ans à séquencer la mise en place d'une stratégie éditoriale et la production des contenus qui répondent à cette strate. Donc cette méthode-là, on y tient. On ne le fait pas tout seul, on a un pool de partenaires qui est piloté aujourd'hui par mon associé Alexis, qui est également CMO de la société. Et donc voilà, aujourd'hui, quand vous avez besoin de problématiques SEO techniques, on a les meilleurs partenaires pour ça. Quand vous avez besoin de piloter des campagnes publicitaires en ligne, on a les ressources et les partenaires qui peuvent vous aider dans cela. Et puis, pour terminer un peu sur la présentation du Love Words, on a comme envie de former et d'éduquer le marché au content marketing. On fait de plusieurs façons. On peut vous recevoir dans nos bureaux à Nation. On a un loft de 400 mètres carrés dans lequel on est ce matin pour former toutes vos équipes et même en faire un team building. C'est super sympa. Donc, le b.a.-ba de la stratégie de contenu, qu'est-ce que c'est? Se former à la rédaction web. Il y a plein de formations comme ça qu'on organise chez nous. Et Bertie vous a peut-être envoyé une newsletter qui va vous parler des content programmes qu'on organisera au long cours cette année pour vous former, vous et vos équipes en ligne au content marketing. C'est un sujet qui bouge tout le temps, donc n'hésitez pas à m'en reparler si ça vous intéresse ou dans la chatbox à droite. C'est vraiment là que ça se joue aussi aujourd'hui sur l'amélioration continue liée au contenu. Donc la question qu'on se pose en fait chez YouLovers depuis maintenant 10 ans, c'est toujours celle de l'attention continue de nos utilisateurs. Ce matin, c'est génial, vous êtes connectés, on va passer 1 heure ensemble. Je vais essayer de ne pas vous perdre. C'est un défi parce que toutes les 8 secondes, c'est une stat qui existe depuis maintenant quelques années, hein, on ne va pas se mentir, mais elle est toujours autant vraie. Toutes les 8 secondes, notre cerveau commence à faire autre chose. On est devenu multitâche, on peut gérer plusieurs choses en même temps, mais la réalité est que notre cerveau a tendance à penser à faire autre chose très rapidement. Vous êtes peut-être déjà en train de vous connecter à Instagram, à LinkedIn, en parallèle d'écouter cette conf. Ça, c'est un vrai défi, parce que face à ça, il faut qu'on arrive à produire des contenus engageants, alors qu'ils ne sont pas forcément là à nous relancer toutes les 8 secondes non plus, sinon on deviendrait des machines, mais c'est un challenge qu'il faut qu'on arrive à relever. Le deuxième, c'est toujours le même aussi, c'est qu'on scrolle de plus en plus en ligne. On scrolle en moyenne 180 mètres de feed par jour sur Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter ou les différents sites médias sur lesquels on va. 180 mètres, c'est l'équivalent de 2 terrains de foot, hein, pour que vous vous rendiez bien compte, c'est assez énorme. Celle-là, elle fait mal à la tête. Je voulais pas vous déprimer. Blue Monday, c'était lundi, donc là, ça va. Mais pour continuer un peu dans un contexte pas évident, 95% des infos qu'on reçoit ne nous servent à rien. C'est mon ami Brieux Ferraud de Sopress qui me partageait ça récemment. Et ça ne m'étonne pas. Ce matin, peut-être comme moi, vous êtes arrivé au bureau avant de vous connecter, vous avez reçu des newsletters, vous les avez trashées, mises à la poubelle. Et il y en a peut-être une que vous avez sauvée parce que vous la trouviez sympa. Et on expliquera d'ailleurs pourquoi peut-être celle-là, vous l'avez gardée tout à l'heure. Et voilà, 95% des infos qu'on reçoit ne nous servent pas. La bonne nouvelle dans tout ça, et ce chiffre évolue d'ailleurs d'année en année, il devient de plus en plus important, c'est qu'on est en moyenne connecté 7 heures par jour. Alors ça dépend des métiers, de l'âge qu'on a. Je sais qu'il y a des gens qui passent 4 heures sur TikTok par jour. Tout le monde n'est pas connecté non plus à TikTok tous les jours, mais c'est une réalité. On a un super terrain de jeu ensemble à aller exploiter. Nos audiences, que vous soyez aujourd'hui directeur marketing, directeur de la com, responsable d'un projet dans une boîte, entrepreneur, on a matière à aller imaginer, concevoir des messages et les proposer au marché. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. On a identifié 10 tendances sur lesquelles vous pouvez surfer. Alors, ces tendances-là, elles sont un peu arbitraires, elles sont subjectives, elles sortent un peu de notre chapeau, mais pas que. Avec Romain, avec l'équipe, on est allé solliciter des partenaires que je remercie d'ailleurs ce matin, comme Patrick Carverne de Views ou Quentin de Metrics Factory. On a vraiment pas mal de gens qu'on adore chez YouLovers, au-delà de toutes nos équipes évidemment, qui sont venus nous aider à identifier là où ça bougeait aujourd'hui. Et alors, on aurait pu parler de 50 tendances en soi, hein, ou recycler vraiment celle de l'année dernière, parce que d'une année à l'autre, elle n'évolue pas tant que ça. Là, on en a sorti 10. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, certaines qui restent une évolution de ce qu'on avait présenté et d'autres qui seront nouvelles. Donc, si vous êtes OK, c'est parti. On va se lancer. On ne pouvait pas ne pas parler d'IA, de chat GPT. On ne pouvait pas parler d'éco-responsabilité. Mais vous verrez, on vous a réservé deux, trois surprises. Celle-là, on l'a mise en numéro 1. Elle est assez sympa, elle est assez marrante. En fait, c'est qu'il faut maintenant, en fait, dans vos boîtes, que vous soyez une petite structure ou une grosse, définir une charte d'éco-conception. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en effet, on ne peut pas faire fi de ce qui se passe dans le monde et du fait qu'à un moment, on est tous engagés par la production de nos contenus et le développement de nos projets.
dans la survie de notre écosystème finalement. On a l'impression que c'est un peu loin de nous, mais le digital représentera en 2040 7% des émissions de CO2. Donc pour ça, l'année dernière, on avait commencé par, à un moment quand on parlait de ce sujet-là, par ce quiz. Donc je vous le repose là, histoire de vous chauffer un petit peu si vous êtes bien toujours avec moi. Quelle est la couleur d'après vous qui consomme le moins d'énergie? Donc je vous laisse répondre dans le chat, prenez 2 secondes. Est-ce que c'est le blanc qui consomme le moins d'énergie sur un site? On parle là de consommation d'énergétique en ligne, enfin, d'énergie en ligne. Est-ce que c'est le blanc? Est-ce que c'est le noir ou est-ce que c'est le bleu foncé comme couleur qui consomme le moins d'énergie? Peut-être qu'on aurait tendance à dire que c'était le blanc, parce qu'en effet, on a un peu un réflexe lié au print. Je vois que vous répondez. Le bleu, ouais, presque. Le noir, le bleu, je vois qu'il y a débat quand même. La couleur qui consomme le moins d'énergie, c'est la couleur noire. C'est la couleur noire. À nouveau, sur smartphone et sur desktop. Pourquoi le noir? Parce qu'en effet, il y a moins besoin de lumière en fait pour mettre cette couleur noire en ligne. D'ailleurs, avec notre client Orange, une fois qu'on a compris ça, on s'est mis à changer la production de nos contenus et à produire des stories qui étaient de couleur noire. Alors, ça tombe bien parce que, alors de noir, il n'y avait pas que du noir évidemment, mais le noir était la couleur dominante. Là où avant, on mettait beaucoup de blanc. La charte graphique d'Orange, elle repose sur 3 principales couleurs, blanc, orange et noir. Et on avait tendance à mettre beaucoup de blanc, un peu de noir et un peu d'orange évidemment. Et là, maintenant, on fait le contraire. Alors, c'est pas systématique sur tous les contenus qu'on propose, mais c'est intéressant de commencer à réfléchir à ça. Le blanc consomme beaucoup d'énergie. C'est moins vrai dans le print, évidemment. Quand on imprime une page noire, là, on va consommer beaucoup plus d'énergie. Alors, ce qui nous a fait sourire quand on a découvert ça, c'est que le bleu consomme aussi beaucoup d'énergie et malheureusement, c'est la couleur qui est au centre de la charte graphique de You Love Words. Donc, on est en train de réfléchir un peu à comment on va faire évoluer ça. Mais on l'aime bien, cette couleur. Donc, au moment où on va faire les choix dans le cadre de notre charte d'éco-conception, il y a peut-être certaines choses qu'on gardera par rapport à d'autres. On ne va pas être non plus dirigé que par les règles parfaites d'une charte d'éco-conception qui se voudrait idéale, quoi. Une autre petite question à vous poser avant de rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui, d'après vous, parmi ces 4 actions, consomme le plus d'énergie? Est-ce que c'est de regarder une story en ligne sur Instagram? Donc là, admettons qu'on est sur Instagram. Donc je regarde une story, je regarde une photo sur Instagram, je vais scroller dans le feed d'Instagram ou je vais regarder un live sur Instagram. Prenez 2 secondes, répondez, c'est sympa. Qu'est-ce qui, d'après vous, consomme le plus d'énergie? Je vois que vous répondez, le live est en tête, la story. Je vois que Clémentine dit la story, je crois. Alors, vous avez quasiment tous faux. Je suis désolé de vous dire ça. Ce qui consomme le plus d'énergie, c'est de scroller dans le feed. Évidemment que le live, en effet, nécessite pas mal de bandes passantes et de consommation d'énergie. Mais ce qui en demande encore plus, c'est de scroller dans le feed. Pourquoi? Parce que simplement, on va charger les vidéos, les images, les photos, les contenus qui seront affichés à l'écran. Donc, ça demande beaucoup d'énergie de charger tout ça quand on scrolle. Là où un live consomme de l'énergie, évidemment, mais un petit peu moins. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous montrer ça. C'est des réflexes qui nous permettent quand même aussi de prendre conscience que, en fonction de ce qu'on va faire dans notre consommation éditoriale, on va être plus ou moins impactant d'un point de vue consommation énergétique. Et c'est quelque chose que nous, on regarde avec un œil assez intéressé, assez joueur aussi, même si notre responsabilité en tant que producteur de contenus digitaux, on produit chaque année chez You Love Words plus de 10 000 contenus pour les différents clients qu'on accompagne. Ok, commençons à mettre ça un peu dans notre réflexion. Et c'est ce que je vous invite à faire chez vous. C'est un exercice d'ailleurs assez fun à organiser en interne auprès de vos équipes. Alors, je sais qu'il y a débat. Tiens, il faut qu'on radicalise, qu'on soit minimaliste surtout, ou est-ce qu'il faut qu'on enrichisse pas un petit peu plus notre communication? Trouver le juste milieu est souvent un peu la bonne façon de faire. Mais voilà, 15% de la consommation d'électricité mondiale est liée au numérique, c'est soit l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires. Ça, c'est assez énorme. À chaque fois, on vous met la petite source en bas si vous avez envie de récupérer ces contenus et ces documents qui nous ont permis en fait d'obtenir toutes ces infos, on vous les partagera volontiers derrière. Mais donc pour revenir un peu à ce que serait du coup une charte d'éco-conception une fois qu'on s'est dit ça, c'est un document de cadrage qui va vous permettre de définir les principes et les bonnes pratiques de conception d'une stratégie de contenu responsable. Alors il y a plusieurs bénéfices à espérer de cela. On peut voir ça finalement au début comme une contrainte en termes de créativité, ce qui n'est pas totalement faux. Ça peut nous brider un petit peu, vous le verrez d'ailleurs, on va un peu en débattre dans l'heure qui suit. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on va vers l'épure et qu'on mise sur le minimalisme, a priori, on peut faire aussi des économies budgétaires. On en est un peu tous là aujourd'hui. C'est pas absurde de se dire que si on a moins de contenu riche à mettre sur une page, il y en aura moins à produire et que finalement, on pourra faire des économies là-dessus. Donc, je fais un peu harakiri en vous disant ça parce que notre métier reste celui de produire des contenus pour les marques, mais en même temps, on n'est pas là pour vous mentir.
On est là pour trouver des solutions. Et elles sont très souvent hybrides entre produire plein de contenus digitaux et aller vers l'épure absolue. Il y a un juste milieu à nouveau à trouver là-dessus, je vous le rappelle. Le point numéro 2, c'est que ça améliore l'expérience utilisateur. Quand on essaie de moins charger une page et de vraiment pointer là où ça se joue et d'avoir moins de contenus qui vont finalement nous interrompre dans notre navigation, on va à l'essentiel. On permet à son client de davantage savoir où ça se joue. Il y a moins de consommation de bande passante, on va droit au but. C'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Ça permet aussi, quand on fait des choix en termes de photos, de taille de police, de taille d'image, d'augmenter son trafic organique parce que le site sera plus rapide à charger. Google va du coup le privilégier et vous verrez que vous aurez des résultats en cela qui vous seront favorables. D'où un meilleur taux de conversion aussi. Quand l'expérience est plus sympa et qu'on sait où on doit cliquer, remplir un formulaire, obtenir une information, ça va du coup nous permettre davantage d'activation en ligne, quoi. Et de diminuer le taux de rebond. Évidemment, quand on arrive sur des pages qui mettent du temps à charger, on a tendance à avoir les fermer et on aura un site plus rapide. Donc, je voulais vous rappeler ça. Ça a des bénéfices quand même vraiment concrets. Et on peut mesurer sur cette page-là, si vous la voyez bien comme moi, via EcoGrader, qui est un site qui permet de mesurer son impact carbone. Quel est le poids carbone de mon site et de mes pages? Donc ça, on l'a fait sur You Love Words. On a obtenu un score, par exemple, sur l'expérience utilisateur de 90, avec plein de recommandations sur ce qu'il faudrait optimiser. Il y a des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait moins bien. On l'a fait cette semaine, ça. Donc, on voit encore que nous aussi, on a du chemin à parcourir sur ce sujet-là. Je vous parlais d'amélioration continue tout à l'heure, c'est une réalité. Mais donc, allez sur EcoGrader, vous pouvez le noter. De toute façon, on vous enverra la présentation, puis on vous réserve une petite surprise à la fin de cette matinée. Mais allez mesurer votre impact carbone, comprenez là où ça se joue chez vous. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins? Vous verrez, vous aurez beaucoup d'enseignements assez parlants. Une ou deux dernières slides pour conclure sur cette première tendance, c'est qu'il y a des actions concrètes à mettre en place très rapidement pour améliorer en fait l'éco-responsabilité de votre site et de vos contenus. Donc les photos, on a tendance parfois à se dire tiens, le PNG sera de meilleure qualité, je vais mettre un PNG, ça va être très bien. Ben non, on n'en a pas besoin. Pour ceux qui le savent, ça paraît une évidence, mais ceux qui le découvrent, vous pouvez aller sur des formats plus légers comme le JPEG, qui, vous le verrez, va vous permettre d'alléger énormément votre site. Faites un export supérieur à la taille d'affichage maximale des utilisateurs. Ça, c'est vraiment pas la chose à faire. Vous verrez, ça ne marche pas. Quand vous êtes sur des illustrations, des infographies, des data viz, privilégiez le format .svg au format .png à nouveau. C'est un format qui sera plus léger. Quand vous avez des vidéos, vous n'êtes pas obligé de les mettre en lecture automatique systématiquement. Vous pouvez les intégrer en fait en embed. Ça, c'est des choses, j'imagine, que vous faites déjà. Comme je l'ai fait moi dans ma presse, par exemple, là, je n'ai pas chargé ma presse de plein de contenus lourds. Ça fait appel en fait à des vidéos qui sont embeddées. Et là, le dernier est intéressant. Quand on est des créatifs, un peu comme nous aussi, on a tendance à imaginer des propres fontes, des polices qui vont sortir de nos studios de création. C'est très bien, il faut continuer de le faire, évidemment, il faut se faire plaisir. Mais finalement, en utilisant des polices web, vous vous rendrez compte que vous allez alléger votre site et vous commencerez, en faisant tout ça, en fait, à vous créer votre charte d'éco-conception. On voulait vous montrer avec Romain, en fait, un exemple de charte d'éco-conception qui a été fait par les designers éthiques. Donc, vous pourrez la retrouver en ligne gratuitement en tapant designer éthique et charte d'éco-conception. Donc, à gauche, il y a tout un sommaire qui explique comment eux conçoivent en fait un site et des contenus éco-conçus. Et sur la page de droite, alors là, c'est peut-être un peu petit à voir, mais ils ont fait la démonstration de comment une photo qui pesait 1,4 mégas se retrouve à peser 70 kilooctets avec une qualité toujours optimale pour un affichage sur un site. Donc, allez, en fait, aujourd'hui, vous nourrir de ça. Mettez la charte d'éco-conception au centre de vos priorités, même si, évidemment, on est dans un contexte où on doit nourrir nos marques et on doit faire du business en ligne par nos contenus. Ce sont deux des grosses tendances de fond qu'on a observées cette année et qu'on voulait vous partager. Ça ne veut pas dire que l'éco-responsabilité ne doit pas en faire partie. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez et si c'est clair pour vous. N'hésitez pas à nous faire des petits feedbacks. Je vois que vous commencez à le faire. Je sais qu'il y a Romain qui est à côté de moi qui est en train d'y répondre. Mais voilà, ça c'était la première en fait que je voulais vous partager et vous rappeler en fait que tout ce qu'on va faire là aujourd'hui et dans les mois et les semaines à venir doit être mesuré. On a l'obsession et je pense que c'est pour le coup sous ce mot-clé-là, celui de la performance, qu'on va tenir en fait ces 10 content trends, ces 10 tendances éditoriales de 2023. On a l'obsession quand même de la mesure de ce qu'on fait. On y arrive partiellement, on n'y arrive pas toujours super bien, et on en parlera en conclusion, mais il faut qu'on se mette tous sur ce chemin-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut mesurer en fait comme critères clés de performance? L'équivalent carbone en fait des contenus qu'on a produits, la vitesse de chargement de la page, le score SEO de ma page, l'accessibilité de ma page. Tous ces critères-là vous amèneront, si vous les suivez régulièrement, à tendre vers
un site et des contenus qui seront de plus en plus légers et éco-responsables. On pourra en débattre. Nous, on va continuer de produire des vidéos sympas, d'aller faire des stories TikTok pour certains de nos clients, de faire des pages piliers assez chargées à certains moments parce que on se fait plaisir aussi et qu'on trouve que c'est très joli. Mais à certains moments, on choisira d'aller vers des pages un peu plus épurées tout en maintenant une cohérence dans cette production de contenu. Merci du coup à nos partenaires aussi, Samy, que je vous invite à rencontrer aussi si vous ne l'avez pas déjà fait, comme EcoGrader, qui nous permettent de mesurer notre impact carbone et de prendre conscience de tout ça. Voilà, je voulais planter un drapeau, commencer par l'éco-conception et voilà, vous êtes tous au centre de boîtes qui ont des stratégies RSE majeures aujourd'hui. On produit des contenus et on communique sur sa stratégie RSE. Maintenant, il va falloir éco-concevoir nos contenus. C'était la première tendance. La deuxième, finalement, quand j'y pense, elle va un peu dans le même sens. Nous, on se présente comme une content factory. Alors, de bon niveau, on n'est pas du tout dans les contenus à faible valeur ajoutée. On produit des jolis articles, des belles vidéos, des podcasts, des illustrations pour un nouveau plein de clients. Et on aime bien produire des contenus originaux, c'est ce qui nous anime, pour être honnête. Mais pour autant, il faut toujours se poser la question de la réutilisation de ces contenus existants. En fait, quand on arrive à recycler ces contenus, vous verrez, on en tire énormément de valeur. La première des choses à faire, en fait, quand on est confronté à cette question-là, tiens, c'est vrai, en effet, mais qu'est-ce qu'on a produit historiquement comme contenu? Donc, il faut arriver à identifier déjà les contenus qu'on a produits historiquement depuis 5, 10, 15, 20 ans. J'étais récemment, en fait, chez notre client Vinci, avec Victorien, un de nos business managers, et puis on était en train de parler avec Jean-Jacques, notre client, et on imaginait lancer une nouvelle série de photos pour illustrer les pages sur lesquelles, les pages des contenus sur lesquels on devait travailler. Et en effet, on s'est dit, mais en fait, historiquement, on a déjà produit des tonnes de photos, pourquoi il faudrait refaire un shooting? Et allons exploiter les photos qu'on a déjà produites. Et là, c'était un peu compliqué d'aller les trouver chez eux dans leur système. On va vous expliquer maintenant comment il faut faire ça. Donc voilà, identifiez déjà tout ce que vous avez produit pour auditer l'existant, les articles, les podcasts, les photos, les infographies, tous les contenus que vous avez déjà produits, identifiez-les. Ensuite, le sujet sera d'aller optimiser en fait et exploiter ces contenus. On va vous expliquer dans les slides suivantes comment on peut faire. Puis, sinon, aussi de les décliner. Donc, si je reprends dans l'ordre, pour mon premier sujet qui est celui de l'identification, la question qu'on a envie de vous poser là, c'est finalement qui a un DAM? Je ne sais pas d'ailleurs si cet acronyme-là vous parle ou pas du tout. DAM, ça veut dire Digital Asset Manager. C'est un espace au sein duquel vous allez stocker et localiser tous vos contenus. Alors, c'est plus présent dans les grosses structures que dans les plus petites, mais finalement, je vous invite tous à en avoir. Alors, Adobe Experience, c'est un super DAM qui permet de structurer tous les contenus qu'un client peut avoir. On travaille historiquement avec plutôt des boîtes de taille assez conséquentes. Et comme vous le voyez là, ça permet de localiser ces différents sites, ces assets, de voir quelles sont les communautés qui interagissent autour de ces contenus-là. Et ça se présente plus ou moins de cette façon-là. Un autre DAM qu'on aime bien, nous, c'est Binder. Je crois que c'est une boîte néerlandaise qui permet à nouveau de localiser tous les contenus par type de contenu que la marque en question a produit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus proche de nous, qui s'appelle Darius, avec qui, pour le coup, on échange pas mal, qui est une autre forme de DAM. Vous voyez dans la colonne de gauche que ça permet, en fait, au sein de cet espace-là, de localiser ces photos, ces articles, ces livres blancs, ces podcasts, de les catégoriser, de les taguer, en fait. On peut même aller jusqu'à rentrer aussi dans son DAM sa charte éditoriale, sa plateforme de marque. Donc, tous les contenus, finalement, dont vos équipes ont besoin doivent être localisés dans un DAM. C'est le point de départ, en fait. Ça demande une rythmique et un suivi et une astreinte assez forte, mais quand on arrive à faire ça, on est puissant parce que derrière, finalement, pas obligé de réinventer la roue à chaque fois qu'on a besoin d'un contenu. On va se servir de contenus déjà produits. Ça, c'était un des premiers piliers dans le cadre de la réutilisation des contenus qu'on imaginait. Le deuxième, c'était de dire en fait que vous pouvez décliner en fait votre écosystème de contenu. Quand vous avez produit une infographie, il faut absolument anticiper le fait que cette infographie va pouvoir amener à la production d'autres contenus. Alors, cette illustration que je vous montre là, elle fait un petit peu mal à la tête, mais elle montre, c'est volontairement, mais elle montre à quel point, à partir d'un contenu qu'on peut appeler un contenu master, on peut en produire d'autres. Et si vous étiez bien là l'année dernière, on avait insisté énormément sur la logique d'écosystème, de l'image du vase et de la Big Rock Theory. Je ne vais pas vous la refaire cette année, mais que finalement, avant de se lancer dans la production de plein de contenus déstructurés, il faut bien imaginer quels sont les contenus master fondamentaux qu'on va ensuite décliner en d'autres sous-formats. Gardez bien ça à l'esprit. Quand on l'anticipe et qu'on le fait bien, on fait des économies et on enrichit sa production de contenu éditorial. Donc, à nouveau, d'une infographie, on va pouvoir avoir des petites stats qu'on va partager sur ses réseaux sociaux.
on va pouvoir produire des blogs, on va pouvoir faire des posts invités. Tout ça, finalement, est un écosystème qui s'auto-nourrit. Et puis, une autre raison de capitaliser sur ces contenus existants, c'est que finalement, il y a énormément d'arguments qui vont vous permettre de vous rendre compte que auditer et ensuite décliner ces contenus vous fait économiser de l'argent. Plutôt que de se dire que 100% de la production va être organique et originale, recycler un premier article et le retoucher, ça peut être très bien. Ça vous permet d'améliorer votre ROI. Vous allez à l'essentiel. Je vous en ai pas encore parlé là, mais par exemple, on va vous parler tout à l'heure, c'est la tendance d'après, de page pilier, de méga content. Un contenu historique que vous avez produit peut être un contenu que vous allez retravailler et enrichir d'année en année, ce qui vous permettra de maintenir un ROI qui est assez puissant. D'être performant aux yeux de Google en ayant retravaillé à la marge, certes, mais quand même, certains contenus que vous aviez déjà, plutôt que de reproduire chaque année des nouveaux contenus derrière lesquels vous allez courir pour en dégager de la performance. Ça vous permet de limiter en fait votre marge d'erreur en vous concentrant sur les contenus qui ont déjà marché. Voilà, affirmer votre positionnement, apporter plus de valeur à vos cibles. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est quelque chose qui, en soi, fonctionne très bien que de recycler ces contenus existants avant de partir tête baissée sur la production de contenus originaux. On gagne en performance et on fait des économies budgétaires. Donc voilà les KPI qu'on voulait vous faire suivre en fait sur cette tendance-là de la réutilisation de vos contenus existants. Vous pouvez identifier en fait grâce à votre dame le nombre de contenus en fait que vous allez retravailler et chaque année vous dire tiens c'est bien cette année j'ai envie de retravailler une cinquantaine de contenus, combien j'en ai vraiment retravaillé en fin d'année. Un petit ratio qui consisterait à se dire je vais comparer le nombre de contenus que j'ai mis à jour versus le nombre de contenus nouveaux que j'ai produits. Ça, je pense que c'est un KPI que personne n'a aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Nous non plus d'ailleurs, mais on s'était dit avec Romain en préparant la conf de ce matin que c'était quelque chose qu'on allait commencer à suivre. Nous aussi, on va mettre à jour nos contenus et nous aussi, on va continuer de produire des contenus originaux. Tiens, ça serait intéressant en fin d'année de commencer à mesurer ce ratio-là. Et puis sur la déclinaison en fait des contenus en mode écosystème qu'on a, donc typiquement l'infographie qu'on va décliner en autre format. Pareil, ça serait d'imaginer le nombre de formats qu'on a pu découper par contenu. Je suis parti d'une infographie, combien est-ce que de contenu tiroir j'ai pu produire en dessous. Mesurez ça et vous verrez que finalement, on se prête au jeu et que ça permet de faire des économies budgétaires et de gagner en qualité dans le cadre de la production de ces contenus. Donc ça, c'est la deuxième tendance. J'espère que tout ce que je vous raconte vous parle. Vous prenez peut-être des notes. À nouveau, de toute façon, on vous partagera la présentation. Donc pas de souci là-dessus. Ma troisième tendance, c'est la suivante, c'est celle du méga content. Alors, c'est un peu un mot pour le coup qui sort de notre usine. C'est pas un lexique qui est utilisé par le marché, mais le méga content, en soi, dans son nom, il est assez explicite. C'est un contenu qui est long et qui fait plus de 3000 mots, que ce soit un article, un e-book ou une étude de cas, et qui traite en profondeur de l'un de vos sujets stratégiques. Ce qui est intéressant, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut faire des contenus longs, des contenus courts. Ce qu'on a observé, en fait, c'est quand on fait des contenus longs, on génère 3 fois plus de trafic que quand on est sur des contenus un peu plus courts. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que des contenus longs une nouvelle fois, mais n'hésitez pas à aller faire des contenus longs parce que ça vous permet de générer plus de prospects. Quand un contenu est un peu référent sur le marché, encore plus un contenu online, parce que tout à l'heure, on parlait d'études de cas en PDF, c'est une chose. Là, on parle vraiment de contenus digitaux qui vont vous permettre notamment d'être mieux référencés. Allez-y. Allez-y parce que ça vous permet de générer plus de prospects. Voilà l'exemple d'un méga content produit par You Love Words. C'est ce qu'on appelle une page pilier avec plein de chapitres. Il y en a 12 en l'occurrence. C'est une page qui fait 6000 mots de mémoire. Donc, on y allait. On a mobilisé toutes les équipes. On a mis notre bleu histoire de bien charger en carbone cette page. Et puis, on parle de plein de choses. On refait une définition, on fait intervenir des experts sur le marché. Je la passe volontairement rapidement, mais vous verrez, parfois, on fait des petites pauses quand même. On revient sur l'intérêt de faire du content marketing. On essaie de comprendre si le content marketing est pertinent pour nos audiences. Là, on met une petite illustration. On revient sur le lexique du content marketing. On refait une définition. Et là, on est en train de scroller la barre de navigation pour aller directement à la fin de la page et présenter 20 exemples de content marketing à nos clients. Alors, c'est énorme en soi. En effet, on peut se dire, tiens, c'est indigeste, il y a 6000 mots. Il s'avère que cette page-là, et on a fait la même pour le brand content, nous permet de préempter les 2 premières positions sur content marketing dans Google. Donc, on a un objectif business déjà assez fort. D'avoir créé en fait un contenu référent que le marché regarde aujourd'hui quand il s'agit de parler de content marketing.
Ça nous a permis aussi de nous challenger et d'être sûr qu'on maîtrisait à 100% ce sujet-là. Donc, il y a énormément d'intérêt à aller construire une page pilier comme on l'a fait là, ce qu'on a appelé un méga content. C'est 6000 mots, c'est 30 articles vers lesquels on redirige à partir de notre page pilier. C'est 60 liens entrants en fait sur le site, ce qu'on appelle des backlinks. Il y en a certains qui connaissent ça par cœur, d'autres peut-être moins. Il y a 60 backlinks qui rentrent aujourd'hui sur cette page. Demain, on en aura peut-être 100, 150, 200. Des sites externes qui viennent parler en fait de cette page pilier, de ce méga content. On a réussi à intégrer 120 des mots-clés qui nous paraissaient prioritaires dans cette page pilier. Alors, on regardait ces chiffres hier avec Romain, on se disait, tiens, ça génère 500 visites par mois. Ok, est-ce que c'est beaucoup? En soi, c'est pas incroyable, hein, 500 visites. Vous avez peut-être des sites, vous qui nous suivez ce matin, vous faites des centaines de milliers de visites sur certains de vos sites. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des visites très qualifiées et qui convertissent énormément pour nous. L'objectif de la page pilier en soi n'est pas forcément d'avoir un formulaire entrant à la fin de la page et de permettre aux gens de saisir leurs données pour travailler avec nous, mais plutôt de rediriger en fait vers d'autres pages du site qui, elles, pour le coup, contiennent des formulaires entrants. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un pivot en fait dans l'organisation de notre site que d'avoir une page pilier comme ça. Et grâce en fait à cette page-là et à ces 500 visites par mois, on a généré énormément de trafic sur notre site et on a à peu près rempli notre pipeline et même notre chiffre d'affaires, si c'est bien de ça qu'il s'agit et c'est le cas, à hauteur de 1,4 million d'euros. Donc vous voyez bien comment à partir d'une page de type méga content, on en a fait un actif majeur pour la boîte. Très rapidement sur comment produire un méga content. Évidemment, il faut choisir les bons mots-clés en fait, principaux sur lesquels on va aller. Là, je n'ai pas le temps en 2 minutes de vous expliquer ça, mais c'est un sujet qu'on maîtrise très bien. Identifier les intentions de recherche de vos prospects sur Google, ça vous permet en fait d'avoir à ce moment-là une liste de mots-clés qui est assez importante. Derrière, vous faites un plan, une structure béton, ça demande du temps. C'est du temps qu'on passe nous aujourd'hui à vraiment détailler comment on va construire cette page, que ce soit sur les titres, les définitions, les mots-clés, qu'ils soient principaux ou secondaires, le maillage interne. Donc ça demande pas mal de travail, à vrai dire. Et derrière, on va aller enrichir notre page avec des citations, des interviews, des documents qu'on va permettre de télécharger. Et là, on arrive au méga content qu'on vient de vous présenter. C'est des étapes finalement assez simples qui demandent certes une expertise, mais qui, quand elles sont tenues, vous permettent d'avoir des contenus qui font foi sur le marché et qui vous permettent d'être très présent dans Google avant toute chose et derrière de pouvoir générer du business online. Donc, il y a plein de critères de performance à suivre sur un méga content. C'est quel est le temps passé à partir de ce méga content en ligne sur votre site? Quel est le taux de rebond? Donc, on va essayer d'analyser notre page et de se dire, tiens, est-ce que le taux de rebond est bon ou pas? Est-ce que finalement, il n'était pas trop chargé? Je vous ai beaucoup parlé de minimalisme sur la première tendance. Notre charte d'éco-conception, on ne la ressent pas encore énormément parce que c'est un travail encore chez nous aussi sur ce méga content, pour être honnête. Il y a pas mal de couleurs, il y a beaucoup de contenu, mais on va de plus en plus aller pur sur cette page. L'idée étant qu'elle se charge vite et qu'elle a un taux de rebond assez faible. Quel est le nombre de backlinks qui rentrent? Ça, c'est très important. Avoir une page comme ça va nous amener à avoir pas mal de gens qui parlent de You Love Words. Il y a 2 ans, peu de gens nous connaissaient. Aujourd'hui, on commence à être quand même en bonne partie référents sur nos sujets et sur notre marché. Voilà, c'était les 3 premières tendances. Ce que je voulais faire maintenant, c'était de passer la main à Romain, parce que quand je vous ai parlé de temps d'attention continue, là, je sens que je vous ai déjà mis pas mal d'infos en tête. Donc, on va respirer un peu. En plus, on a une tendance qui est assez fun et sur laquelle, Romain, je vais tourner l'ordi. C'est toi qui vas prendre le relais. Romain, c'est la personne en charge historiquement de tous les contenus en fait, que vous consommez peut-être, nos newsletters, nos articles, nos pages piliers, donc qui connaît le sujet sur le bout des doigts. Et je crois que tu t'y tenais à faire celle sur l'intelligence artificielle, donc c'est pas le micro. Alors bonjour à tous. Alors l'IA, moi c'est un sujet qui me passionne et on n'est pas sûr d'avoir les réponses à toutes les questions, mais en tout cas on réfléchit beaucoup sur ce sujet-là. On travaille dessus, on essaie de se demander comment est-ce qu'on peut l'intégrer, comment est-ce que ça va fonctionner dans le futur. Et on voulait vous en parler parce qu'on en parlait déjà l'année dernière. On a invité le CEO de l'équipe qui nous présentait comment est-ce qu'ils utilisaient de l'IA pour générer des textes enrichis. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une page de résultats sportifs. C'est le seul match qu'a gagné Nantes. Moi, je suis nantais. C'est le seul match c'est la seule coupe qu'a gagné Nantes en 10 ans. Donc c'est un moment important. Et ça, c'était en 2022. Et il y a eu un gros changement en 2023, c'est ChatGPT. Ça t'intéresse? Qui a déjà testé ChatGPT par levée de pouce dans le chat? Je vois que c'est déjà un outil qu'on utilise.
Qu'est-ce que c'est ChatGPT? En gros, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première interface qui rend l'IA accessible à tous et qui favorise son adoption. Concrètement, ChatGPT, c'est un système de dialogue qui a été fait par OpenAI, qui est une société qui a été cofondée par Elon Musk. Et c'est un interface avec lequel on peut dialoguer avec une IA. Et cette IA, elle est capable de répondre à vos questions. Et pour ça, elle se base sur une quantité de données qu'elle a analysées, sur des modèles qui sont de plus en plus complexes et qui sont de plus en plus, des modèles de plus en plus complexes. Et pour vous donner un exemple concret de comment ça fonctionne, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qui se passe si Blanche-Neige n'avait pas mangé la pomme. Et je trouve que la réponse qu'elle a apportée est un bon exemple des capacités et des fonctionnalités de ChatGPT. C'est que c'est une IA qui est capable d'écrire un texte créatif. Là, en gros, elle a répondu que elle n'avait pas l'histoire, mais si elle inventait, Blanche-Neige finirait par rencontrer son prince charmant, etc. Et donc, c'est une IA qui est capable de créer, mais par contre, qui a quand même un discours qui est assez formaté. Et qui n'est pas capable de créer du storytelling au sens où nous, on l'entend. Et donc, concrètement, on s'est posé la question de est-ce que ça va nous remplacer? Est-ce que ça va remplacer nos métiers? Ou est-ce que ça va être un outil? Et comment on peut l'utiliser? Et donc, pour ça, on a cherché un sujet sur lequel on travaille en ce moment. C'est, on lui a demandé est-ce que tu peux nous proposer d'autres sujets sur Sport Marketing Trends for 2023? Et donc là, on voit que c'est un outil qui est pertinent dans le sens où il nous permet d'apporter d'autres réponses, il nous permet d'enrichir un peu nos réponses. Et par contre, on voit ses limites sur le copywriting, par exemple. Il nous parle de sport électronique et sur le choix des différents sujets. Il met en avant l'influence, il y a d'autres sujets qu'il ne met pas en avant. Et donc, ce qu'on trouvait pertinent de raconter ici, c'est que ça nous sert d'outil et c'est hyper pertinent pour collecter de la donnée et comprendre de la donnée. En revanche, ça peut pas complètement remplacer la recherche et la réflexion. La même société propose DALL-E, qui est un générateur d'images. Et donc là, j'ai mis à droite, je lui ai mis une photo d'un créateur et je lui ai dit, prends-moi cette voiture et mets-la moi au bord d'une piscine. Et donc, l'IA est capable de générer une variation, de comprendre le contexte. En revanche, la créativité vient vraiment de l'œuvre originale. C'est un outil qu'on a utilisé, vous verrez dans l'étude, on en parlait juste avant de SEO. On cherchait un Superman capable d'écrire sur son ordi, je ne trouvais pas de visuel, j'ai demandé à DALL-E. Et donc, ça nous sert d'outil ponctuel pour répondre à un besoin. Et le grand sujet, c'est quelle est la limite de son utilisation? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur tous les sujets? À l'heure actuelle, évidemment, ça va être amené à évoluer, mais il y a un sujet technique, c'est que c'est une data qui date de 2021 et qui réutilise uniquement de la data donc ancienne et qui n'est pas forcément vérifiée. Et donc, c'est une IA qui fait des erreurs, qui donne des réponses erronées et qui parfois peut répéter ou proposer des réponses qui peuvent être blessantes ou mal interprétées. Et d'un point de vue social, l'IA a du mal à développer un ton et une proposition de valeur qui va être unique. Et le fait d'avoir du duplicate content et une IA qui propose énormément de contenu, ça peut aussi contribuer à l'obésité de l'information. Et donc, un exemple, je trouve, qui est assez pertinent, c'est que l'IA, je crois que c'est en 97, a gagné contre Gasparov aux échecs. L'IA, c'est donc le meilleur joueur d'échecs. Pourtant, personne n'irait regarder un match d'échecs entre deux IA. Pourquoi? Parce qu'il manque du storytelling, il manque de l'histoire. Et je pense que c'est encore là-dessus qu'on a un rôle à jouer et qu'on se développe. Et sur les performances, alors ça reste à définir et ça reste à travailler. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à regarder ce que c'est un outil qui nous fait gagner du temps durant la production, durant l'axe de réflexion. Et est-ce que c'est un outil qui nous permet aussi d'améliorer la qualité de nos contenus, de se concentrer plus sur la créativité et plus sur des aspects stratégiques? C'est une discussion qui est à suivre. Je vous remercie. Hop, merci Romain. Bon, c'est passionnant, hein. J'en profitais pour regarder un peu vos commentaires dans le chat, plein de choses. Apparemment, n'hésitez pas à bien tous regarder parce que je vois qu'on se partage aussi des tips.
parlait de Midjourney qui apparemment a l'air très puissant sur les images aussi. Je ne connaissais pas personnellement, donc merci pour le partage. Il y en a d'autres qui disent en effet que ChatGPT prévoit d'autres versions qui arrivent assez fortes très prochainement, en effet. J'ai vu que Microsoft, tu parlais d'Elon Musk à très juste titre, hein, mais Microsoft est aussi évidemment partie prenante dans le ChatGPT. Ils veulent investir 10 milliards de dollars dans la commercialisation de ChatGPT. Donc on va bien voir quelle forme ça prend. Il faut suivre ça de près. Je crois qu'on en parle tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je peux le faire quand même, mais je le fais aussi. L'année dernière, on avait parlé du métavers comme une tendance qui allait bouleverser le monde. Alors, ce n'est pas totalement faux, hein, d'ailleurs. Le métavers a évidemment impacté plus ou moins fortement nos vies, mais on a vu qu'il y avait un nombre de recherches et de requêtes qui avaient droppé de je ne sais plus combien de pourcents en quelques mois. Il y a moins d'intérêt aujourd'hui sur le métavers. Ça ne veut pas dire que le métavers n'est pas puissant et intéressant en soi. Quid maintenant du coup de l'IA? Je pense que l'IA sera une tendance de fond un peu plus présente et puissante qui va quand même aussi à nouveau bouleverser nos vies et nos métiers à tous. Donc suivons ça de près. Ne rentrons pas dans le discours, on se l'est interdit nous du ouais non c'est nul l'IA, c'est mieux la créativité humaine, ok, so what. Mais au contraire, pareil, ne pensons pas que l'IA va faire tout ce qu'on aurait imaginé faire par l'humain. On pense que l'humain a évidemment une place centrale dans tout ça. Avant que je passe à la tendance d'après, je me faisais la réflexion en t'écoutant Romain, mais toutes ces tendances, si vous les analysez bien, sont reliées les unes aux autres. On a parlé tout à l'heure de réutiliser des contenus existants, de ne pas forcément produire que des contenus organiques. C'est à peu près vrai aussi pour l'IA. L'IA est un outil d'aide à la production, à l'identification de sujets qui est très puissant. Derrière, il va falloir les retravailler et les intégrer dans une logique collective, dans une vraie stratégie. Et si on peut gagner du temps en s'appuyant sur l'IA, mais faisons-le tous. Je pense que ça nous permettra de mettre l'émotion, le ton de voix, des choses qui sont un peu plus difficiles à produire par la machine, au cœur maintenant de nos métiers de communicants, de marketeurs, d'entrepreneurs. Et je pense que là, il y a un vrai challenge. On en reparlera cette année dans nos prises de parole et dans les contenus qu'on va être amené à vous partager. On est quasiment à la moitié maintenant de la presse. Il est quelle heure? Ouais, ok. On est sur un timing, pour rappel, on va passer à peu près 1h15 ensemble, donc je pense qu'on est bien. Qui a déjà entendu parler du langage clair? Moi, ça fait quelques mois seulement que j'en entends parler. Donc n'hésitez pas, toujours pareil, à interagir dans l'espace de discussion. Langage clair, ouais, ok, je connaissais. C'est surtout, à vrai dire, un client qui a commencé à nous en parler avant même que moi, ça me soit monté aux oreilles. En fait, je ne sais pas si vous le savez ça, mais en France, il y a à peu près 6 niveaux de maîtrise de langue, de A1 à C2. Donc, il y a A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, A1, c'est un niveau de langue de débutant, et C2, c'est un niveau de langue expert. Une fois qu'on s'est dit ça, en fait, il semblerait que le niveau B1, qui est un niveau intermédiaire, ou qui soit ce qu'on appelle du coup le langage clair, soit compris et maîtrisé par 95% de la population. Donc, 95% de la population française, en l'occurrence, comprend ce langage-là. Ce qui est assez dingue en fait d'observer, c'est qu'on aurait pu imaginer que les marques du coup que nous sommes prennent la parole en langage B1 et donc en langage clair pour se faire comprendre de leur marché. Eh bien non, en fait, on parle en langage C1, ce qui nous amène en fait à avoir 4 Français sur 10 qui ne comprennent pas les textes qu'on leur propose. Quand je dis ça, ce ne sont pas que des personnes qui souffrent d'handicap, hein. C'est des personnes aussi en soi qui arrivent sur un site et qui se disent tiens, ok, je vais essayer de comprendre ce que cette marque me propose. Bah, non, je ne comprends pas, quoi. Alors évidemment, elle ne va pas dire je suis désolé, j'ai un langage B1, tu me parles en langage C1, mais c'est ce qui se passe derrière. C'est-à-dire qu'on a tous tendance, et je suis sûr que vous souriez peut-être un peu quand on dit ça, à être jargonneux. On s'interdit un petit peu, mais on n'y arrive pas totalement non plus, nous, chez You Love Words, à limiter les anglicismes. Mais quand on doit vous parler d'ABM, on va vous parler d'ABM. Quand on doit parler de growth hacking, on va parler de growth hacking. Et il y en a pour qui ça va être du charabia, quoi, et d'autres pour le coup qui vont comprendre. Ce sera bien un des sujets tout à l'heure d'ailleurs, toujours sur cette tendance de notre démonstration. Mais donc voilà, ça c'était pour planter un peu le décor. Pour que ce soit clair en fait sur le niveau de langage, un langage élémentaire, ça consisterait à faire des phrases de ce type-là, un langage A1, je m'appelle Jessica, je suis une fille, je suis française et j'ai 13 ans. Okay, je pense que là, tout le monde comprend. Je vais à l'école à Nice, mais j'habite à Cagnes-sur-Mer. Ça, c'est un niveau de langage en fait A1. J'ai directement passé au C2. On utilise donc on va comprendre la phrase, mais on utilise des mots un peu plus complexes. Elles sont séduisantes parce que c'est une rupture avec un modèle qui est ancien. C'est le modèle transmissif. Depuis le Moyen-Âge, on est dans un modèle transmissif avec l'enseignant au centre, les élèves autour. Il récite le cours et une cohorte d'élèves prend le cours.
Voilà, donc on utilise des mots un peu plus compliqués. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais quel rapport avec le sujet du contenu, tout ça? Aucun. Ce que je veux juste dire en soi, enfin, je parle concrètement de ces phrases-là. Ça, c'est des épreuves de compréhension de production écrite qui sont proposées par France Éducation Internationale pour montrer comment on passe d'un langage élémentaire à un langage expérimenté. Donc, à nouveau, dans le langage A1, on utilise des mots très simples, on comprend 100% de la phrase. Dans le langage C2, on comprend bien qu'il y a des mots un peu plus compliqués et des phrases un peu plus élaborées. Donc, je ne sais pas si ça résonne chez vous ça, mais il y a énormément aujourd'hui de métiers, j'ai envie de dire tous les métiers sont concernés, mais peut-être certains plus que d'autres, dans lesquels le langage clair devient en fait la norme. Les métiers de la banque, de l'assurance, les métiers de la santé, entre autres, sont des métiers qui doivent être très clairs sur la façon dont ils expriment ce qu'ils font à leur marché. Et c'est d'autant plus important que c'est des messages qui ont parfois des contraintes, des réglementations, des normes techniques assez précises qui pourraient rendre ça plus complexe. C'est difficile quand on est dans la santé d'avoir un langage clair qui va parler à tout le monde, mais il y a un enjeu majeur en fait de ce point de vue-là. Avant peut-être de vous détailler un petit peu plus en détail comment on pourrait construire des phrases qui répondent au langage clair, je ne sais pas si vous connaissiez l'acronyme FALC. FALC, en fait, ça veut dire facile à lire et à comprendre. C'est une méthode, en fait, qui a pour but de traduire un langage classique en un langage simplifié, d'utiliser un vocabulaire courant, des phrases courtes, d'utiliser des visuels qui soient simples. Ça, pour le coup, le langage FALC, la méthodologie FALC, elle est centrée et tournée vers des personnes avec des difficultés de compréhension. Il y a un langage qu'on connaît aussi, qui est un langage qui a évolué dans toutes les méthodologies de rédaction qu'on peut observer aujourd'hui. C'est le langage inclusif. Vous le connaissez. Le mot inclusif, parfois, il fait un peu débat aujourd'hui, mais il permet d'exprimer à l'oral comme à l'écrit d'une façon non discriminante des sujets. Donc, on a tous vu comment parfois on devait changer notre façon d'écrire, de mettre au féminin des mots qu'on aurait gardés au masculin. En soi, c'est une très bonne chose. On voit malgré tout que ça a un impact parfois sur la lecture et l'écriture. Ça nous fait des phrases un peu plus à rallonge, un peu moins agréables à lire à certains moments. Donc, on est tous confrontés à ça dans nos métiers de prise de parole, dans les communiqués de presse qu'on partage, dans les articles qu'on produit. Quel est le langage en fait qu'on va privilégier? Et là, j'avais envie de faire un petit truc sympa, c'était de faire rentrer, c'est toi qui vas le faire, Romain, de faire rentrer dans la discussion Emma. Emma, qui est une content strategist de You Love Words, qui a été la première en fait de nos content strategists. Salut Emma, je vois que tu es arrivée. Je suis là, salut. Super. C'était une de nos premières content strategists, si ce n'est la première, à avoir un client. Et tu vas nous expliquer ça, qui lui a dit non mais maintenant, il faut parler en langage clair. Nous, on en a absolument besoin. Nos audiences ont besoin de mieux comprendre ce qu'on fait, quoi. Et donc, je trouvais ça chouette, pareil, pour reprendre un peu mon souffle et dynamiser un peu la présentation, que Emma, tu nous dises en quelques mots, que tu nous partages un peu ton expérience, toi, en tant que chef de projet éditorial, qu'on appelle Content Strategist chez You Love Words, ton expérience de comment tu as réussi à simplifier en fait certains des contenus sur lesquels tu produisais et comment tu as appliqué le langage clair. Donc, je pense que tout le monde t'entend parce que moi, je t'entendais. C'est à toi, tu prends 3-4 minutes et tu nous expliques ça. Super, parfait, merci Greg, bonjour à tous. Effectivement, moi, le langage clair, je ne connaissais pas du tout avant que notre client ne nous amène sur ce projet l'année dernière. On a effectivement un projet donc d'articles sur des thématiques retraite, épargne avec donc CNP, une compagnie d'assurance qu'on accompagne depuis quelques temps déjà. Et puis eux donc se sont penchés sur le sujet et puis nous ont proposé de les suivre sur ça. Donc ça va faire maintenant à peu près 3-4 mois qu'on produit des articles en langage clair. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même que le langage clair n'est pas uniquement destiné aux personnes en fait avec des difficultés de compréhension. C'est une façon de communiquer qui va permettre, en suivant quelques règles, de produire des contenus qui vont être simples et clairs à lire. Et donc, en fait, concrètement, à la rédaction, ça va passer par une prise de vue différente du rédacteur. En fait, on va venir se mettre directement à la place du destinataire, à la place de la cible, pour en fait lui apporter des réponses qui vont être très claires aux questions qui sont posées et aux questions auxquelles l'article a pour objectif de répondre. Clairement, on va retrouver plusieurs règles qui vont être à observer à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme. On va avoir d'abord sur le fond le langage en fait employé qui lui doit être simple. On va éviter les anglicismes, on va éviter les tournures complexes, on va éviter les mots techniques. Et puis on va prioriser la voix active en fait qui va présenter le sujet comme agent de l'action. Je vais vous en montrer un petit exemple après. Et puis on va avoir en fait cette tendance à écarter les négations pour fluidifier au maximum en fait la trame de l'article et la trame de ce qu'on va venir vouloir dire.
Et puis, en termes de structure, on va aussi avoir 3 règles qui vont être très importantes. D'abord, on va vouloir distinguer les titres des sous-titres et puis donner des intitulés clairs. On va aussi bien penser à aérer le document. Donc, en termes de forme, ça, c'est quelque chose qui va être essentiel. On va quand même limiter les pavés, les paragraphes qui vont avoir tendance à repousser un petit peu le plus grand nombre. Et puis, on va prioriser aussi les bullet points, les listes qui vont permettre en fait de classer les idées et donc de venir en fait simplifier la compréhension de l'information pour le lecteur. Et puis, par exemple, on peut voir ensemble un petit exemple sur un article qu'on a produit sur la constitution d'un patrimoine avec une épargne limitée. En fait, au-delà des titres de parties et de sous-parties qui vont apporter des réponses et qui vont se répondre les uns les autres, l'idée étant en fait qu'à la lecture de la structure, on puisse comprendre comment va se dérouler l'article et puis les réponses qu'on va venir apporter progressivement. On va aussi prioriser les phrases simples. Qu'est-ce que l'épargne? L'épargne est la partie de vos revenus que vous allez économiser. Voilà, c'est quelque chose qui va être très simple et à la lecture d'une phrase, on aura compris. On va aussi bien sûr éviter la négativité, comme je l'ai dit. Au lieu de n'oubliez pas, on va plutôt dire pensez à, songez à. Et puis, bien sûr, la voix active qui est essentielle, comme je disais. Au lieu de plusieurs aides sont proposées par l'État, on va venir mettre l'État en sujet dans la phrase et on va mettre l'État propose plusieurs aides. Ça va permettre en fait de fluidifier la lecture, fluidifier l'article. Et en fait, c'est finalement un très bon moyen de se rendre accessible au plus grand nombre. Et en fait, c'est surtout moi, quelque chose que je propose maintenant à pas mal de mes clients qui travaillent dans la banque, dans l'assurance, dans la santé, parce que c'est quelque chose qui va être essentiel et permettre de bien se faire comprendre. Super, Emma. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage. On s'était posé la question de mettre les articles en ligne à l'écran, tout ça. On en a plein à vous montrer avant le langage clair, après le langage clair, si ça vous intéresse. On vous les partagera. Je ne sais pas si tu as suivi d'un œil, Emma, mais déjà, il y a plein de gens qui te faisaient un coucou. Et surtout, c'est un sujet qui fait débat. Enfin, débat, c'est peut-être un peu fort, mais moi, j'ai apprécié, Emmanuel, ton feedback. Tu disais, moi, je préfère être dans mon langage expert que d'être dans un langage clair. Parfois, j'ai plutôt tendance à être d'accord. Enfin, j'ai tendance à être d'accord avec toi. En tant qu'expert du content marketing, je suis amené à utiliser un jargon anglais parce que mes clients vont parler le même. Et si je commence à parler, moi, en langage clair, en langage qui n'utilise pour le coup plus aucun anglicisme, on va me regarder avec des yeux genre, mais c'est qui ce mec donc, en revanche, je fais l'effort, mais il me coûte parfois de simplifier, d'éclaircir en fait le propos, parfois de choisir un mot en français plutôt qu'un mot en anglais parce qu'on est quand même amoureux de cette langue, de notre langue, et donc autant la privilégier que commencer à faire du franglais à toutes les sauces. C'est pas forcément ce dont tu parlais d'ailleurs, Emmanuel, c'est voilà, utiliser parfois des phrases un peu techniques, utiliser le jargon expert de son secteur. Évidemment qu'il ne faut pas revenir dessus quand votre marché attend ça. La vraie question à se poser, c'est toujours pareil, c'est l'expérience utilisateur. C'est qui sont nos clients. Si vos clients ont besoin d'un langage clair, et a priori, on a quand même envie de dire que quasi 100% de nos clients ont besoin de comprendre ce dont on va leur parler. Mais il y a des typologies de clients qui sont plus demandeuses de ça que d'autres. Allez là-dessus. Si vous êtes si vous êtes dans le private equity et que vous avez parfois des techniques de communication hyper précises avec un lexique qui est le vôtre, sur lequel il ne faut pas revenir, faites-le, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des bonnes pratiques à prendre du langage clair. Toujours pareil, aller vers quelque chose de plus minimaliste, de plus épuré, va dans le sens de l'attention. C'est-à-dire, si on est en train de charger la mule et d'utiliser des expressions trop complexes, je pense que ça nous pénalisera plus qu'autre chose. Je crois qu'il y avait une autre question, Emma, je ne sais pas si tu l'as vue, avant que tu nous quittes, parce que je sais que tes clients t'attendent. Comment est-ce qu'on arbitre entre langage clair, comment est-ce qu'on dose entre langage clair et langage expert, j'ai envie de dire. Il faut A/B tester, en fait. C'est une question qui a été posée dans le chat. A/B tester différentes pages. Alors, ça demande du temps, ça peut coûter de l'argent aussi, évidemment, que de faire différentes versions de son contenu. Mais si vous êtes sur des sujets importants, et avant peut-être de lancer la production de vos 100 contenus SEO sur votre site, vous hésitez entre expertise, jargon technique et langage clair, testez en fait ça sur 5 premiers contenus et voyez ceux d'entre eux qui ont le plus de performance. Totalement. La question, c'est vraiment la cible, de venir se mettre à la place de celui qui nous lit et de se dire dans quelle mesure moi je vais venir avancer des contextes et puis des termes qui vont être techniques et que je sais qui seront compris par ma cible. Et puis on est sûr comme ça d'être bien compris et de toucher nos destinataires. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup, Bonne Emma, journée à vous. à distance. Merci pour ton temps. Les critères qu'on va suivre là-dessus, évidemment, c'est, je parlais résultats d'A/B test, partage et retour client.
commentaires, en fait. Est-ce que les gens sont vraiment en train de comprendre ce dont on se parle? Ça, c'est cool. Un des intérêts du langage clair, c'est d'éviter, en fait, pour les boîtes qui sont concernées par ça, qu'on sollicite trop vos call centers. En gros, j'ai pas compris, en fait, de quoi vous me parlez en ligne. Je vous appelle parce que c'était pas clair. Ça, il y a quand même énormément de sociétés. C'est pour ça que je parlais à banque, assurance notamment, qui sont sollicitées tous les jours par énormément d'appels de personnes qui ont un niveau de compréhension B1 et pas C1, j'ai envie de dire, et qui disent, OK, c'est trop compliqué ce dont vous me parlez, vous m'avez parlé. Vous me parlez de phishing, et moi je suis en train de vous parler du fait que je me suis fait voler mon téléphone portable et que je dois changer de puce. Voilà, ça c'est le langage que j'utilise versus le mot phishing. Voilà. Ça, c'était la 5e tendance. On va peut-être accélérer un petit peu sur les suivantes, mais je vois que vous êtes toujours assez actif sur le chat, donc ça veut dire que vous êtes mobilisés. Cette tendance, on en a parlé l'année dernière, où on l'a présentée de façon assez large. Alors voilà, un langage qui n'est peut-être pas clair, hein, mais en tout cas, il l'est pour une partie du marché. Et moi, j'ai envie de vous transmettre un peu de quoi il s'agit derrière le fait qu'on vous invite à passer à l'account-based marketing one-to-one. Voilà plus que des mots, deux petites icônes qui me permettent d'introduire le sujet à nouveau de l'account-based marketing. Là, on est plutôt pour des marques qui sont en B2B qu'en B2C, mais le principe est le même. Le principe, c'est celui de l'hyper-personnalisation. On doit de plus en plus aujourd'hui sur nos marchés auprès de nos audiences personnaliser le discours. On doit individualiser l'approche du mieux qu'on le peut finalement. C'est pas toujours évident, mais c'est une tendance sur laquelle il faut vraiment travailler. Et donc, quand on est en B2B principalement, et comme une marque qui a des clients qui ont des gros budgets en fait à la clé, sur des deals en fait à valeur assez importante, on avait plusieurs façons finalement historiquement d'aller converser et d'aller faire du business avec ces clients-là. La première, c'était de pêcher un peu au filet, d'où mon icône de gauche. Ok, je produis plein de contenus, des infographes et des illustrations, des podcasts, je les mets en ligne sur mes réseaux sociaux. J'adresse un peu tout le monde avec ça. Je vois ce qui en sort. Je pêche avec mon filet. Est-ce que dans mon filet, j'ai eu de la dorade, du saumon, des piranhas, des écrevisses, de la friture? Bon, je force l'image un peu, hein, mais en tant que direction marketing et commerciale, quand on adresse un marché avec ses contenus et avec sa stratégie commerciale, marketing et éditoriale, on peut faire ça. C'est-à-dire, on peut tout pêcher et derrière trier et garder une partie de notre pêche. La nouvelle façon d'aller pêcher, je force à nouveau le trait et l'image, hein, c'est d'y aller un peu plus au harpon maintenant. C'est de dire non, moi j'ai pas envie de passer du temps à comprendre qui est le client qui m'intéresse. Je veux apporter énormément de valeur à mon client et je vais plutôt bien le cibler. Je préfère renoncer à certains clients et en choisir d'autres sur une liste resserrée et être plus performant. Je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça, mais ça résonne. Nous, chez You Love Words, on a aujourd'hui limité notre nombre de clients parce qu'on veut apporter pleine puissance en fait à nos quelques clients sélectionnés plutôt que de nous disperser auprès de tout le marché, auprès de clients qui sont peut-être parfois sur les secteurs qu'on maîtrise moins bien ou des clients qui ne représentent pas autant de potentiel que d'autres nous en offrent. C'est normal de réfléchir aussi comme ça quand on est dans un business. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit en fait quand on parle d'account-based marketing, de production de contenu à destination de comptes clés. Et là où on pouvait faire de l'account-based marketing aussi au sens assez large, c'est-à-dire décider à un moment de faire des clusters sur son marché, de regrouper nos clients dans des catégories et de parler à ces catégories de clients, l'account-based marketing one-to-one consistait vraiment à dire, moi, You Love Words, j'ai identifié une liste assez resserrée de clients, j'en ai 10 aujourd'hui, nouveaux clients que j'ai envie d'aller adresser, mais je ne vais pas les adresser tous de la même façon. Je vais vraiment avoir une stratégie de contenu individualisée pour chacun de mes clients. Donc ça demande un effort assez énorme et j'ai 2 exemples à vous montrer tout de suite après. Mais si je suis en train de viser une banque que je n'ai pas encore dans mon portefeuille client, c'est pour cette banque-là que je vais construire ma stratégie de contenu. Ce n'est pas pour les 5 acteurs bancaires du marché. Si j'ai envie d'accompagner un acteur bancaire en particulier, j'ai besoin de le comprendre, de lire son rapport annuel, de suivre ses contenus, de suivre en fait ses managers sur LinkedIn, de comprendre vraiment de quoi il s'agit pour pas improviser et recycler pour le coup mes bonnes idées à destination de ce client-là. Donc pour ça, il faut évidemment identifier ce qu'on appelle un ICP. Ça, c'est un acronyme que je garde parce qu'il parle au marché. En anglais, ça veut dire Ideal Customer Profile. C'est quoi le profil type du client idéal que j'aimerais avoir dans ma boîte? Donc nous, on a déjà fait ce travail l'année dernière chez You Love Words et on a défini qu'un client qui nous intéressait, c'est un client historiquement plutôt français, qui a des filiales à l'international parce qu'on est spécialisé dans la production de contenus français mais internationaux, chez qui on a un interlocuteur privilégié
une boîte dans laquelle on pense qu'on peut être référencé si ce n'est pas déjà le cas, une boîte qui a au moins 50 à 100 interlocuteurs marketing comme en son sein. C'est ça, faire ce travail de définition de qu'est-ce qu'un ICP finalement. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié sa liste de comptes clés prioritaires, on va aller personnaliser en fait sa production de contenu et se dire tiens, qu'est-ce qui marcherait bien auprès de ces clients spécifiques. Est-ce que c'est plutôt des e-books? Est-ce que c'est des études de cas sectorielles avec dedans évidemment des témoignages de clients qui sont au sein de cette boîte-là? Donc vraiment, ça demande en fait une stratégie de contenu très personnalisée. Et derrière, ça demande d'aligner en fait toutes ces équipes. Chez nous, c'est aligner le marketing avec l'équipe commerciale et l'équipe de content strategist pour à nouveau qu'on apporte toute notre valeur à notre client. On veut performer aux côtés de nos clients. On veut qu'à la fin, ce client nous dise merci, ce que vous avez fait, franchement, c'est top. Vous avez compris nos enjeux et on a eu les résultats qu'on escomptait ensemble. Se disperser et vouloir finalement satisfaire tout le monde sur nos marchés respectifs n'est pas forcément toujours ce qu'il faut faire. Alors, ça prend du temps d'en arriver là, mais je pense que par exemple, nous, chez Lovers, c'est là où on en est. C'est l'étape en fait, dans laquelle qu'on est en train de passer. Et peut-être que c'est la même chose chez vous. Si vous êtes en B2C, le raisonnement peut être relativement similaire aussi. Évidemment, vous allez parler à plusieurs milliers de consommateurs, donc finalement, il y a peut-être moins de facilité à identifier que vous allez parler à Emma en fait chez Decathlon, mais je sais que Decathlon est aussi à fond aujourd'hui dans l'hyper-personnalisation. Donc il y a matière à vraiment personnaliser ce qu'on fait aussi quand on est en B2C. Un exemple d'une stratégie ABM One-to-One qui a été fait par notre partenaire ABM Orchestra. Adobe, en fait, qui souhaitait spécifiquement accompagner le Crédit Agricole, donc une grande banque internationale, sur leurs besoins en cloud, via leur offre Experience Cloud solution, s'est dit, OK, le Crédit Agricole, c'est pas une boîte comme les autres, c'est une boîte qui a une histoire, qui a un ton, qui a son organisation et qui a des contacts qu'on va aller chercher. Des contacts prioritaires, on appelle ça parfois des power contacts. Bon, là, on a mis contacts prioritaires. Il va falloir les identifier et comprendre de qui il s'agit en fait au sein de l'organisation. Il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça. Il y a LinkedIn Sales Navigator, il y a également Nomination. Donc en faisant ça, on sait qu'on va parler à telle personne et que c'est ces gens-là plus que d'autres qu'il faut aller adresser avec une stratégie de contenu dédiée si on veut se développer au sein du Crédit Agricole et à nouveau leur apporter toute notre valeur. C'est ce que Adobe s'est dit à ce moment-là. Et derrière, ils ont identifié aussi une liste de contacts secondaires qu'ils sont allés travailler en fait en display via des outils dédiés pour finalement créer au sein du Crédit Agricole un terrain vertueux de gens qui commencent à se parler de Experience Cloud Solution comme d'une solution qui est très pertinente par rapport à leurs problématiques. Leur objectif, évidemment, à Adobe à ce moment-là, c'était de multiplier leur pipe commercial par 3 en 2 ans. De partir en conquête, mais à nouveau pour un client sur lequel ils ont un coup de cœur, sur lequel ils ont envie d'apporter de la valeur. Donc pour mettre ça en place, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est assez complexe aussi malgré tout de le détailler, mais il y a eu des séquences qui ont été personnalisées dans LinkedIn. On reçoit tous les jours beaucoup de messages dans LinkedIn et au bout d'un moment, ça devient indigeste, on n'en peut plus. Quand c'est personnalisé et que le message qu'on reçoit est contextualisé, mais adressé, fait référence à une prise de parole que j'ai eue sur le marché, évidemment, on a beaucoup plus d'intérêt et de matière à y répondre. Ce que je vais vous montrer juste après, je vais le faire maintenant d'ailleurs, c'est qu'il y a une landing page qui a été créée de façon assez organique pour le Crédit Agricole de la part d'Adobe. Donc là, je mets pause 2 secondes. Vous voyez en fait à droite que la vidéo que je vais vous montrer tout de suite après est une vidéo qui a spécifiquement été réalisée par Adobe pour le Crédit Agricole. Donc vous voyez bien à un moment l'effort que ça demande quand on est Adobe quand même d'aller produire une vidéo pour ces comptes clés et là spécifiquement pour le Crédit Agricole. Mais à nouveau, pour en avoir parlé avec eux, c'était un compte qu'ils souhaitaient vraiment particulièrement bien adressé. Et la façon de faire, en fait, quand on est Adobe et qu'on veut parler au Crédit Agricole, c'est de s'assurer, en fait, que notre connaissance du compte et de la société et de la marque est vraiment partagée entre tous les collaborateurs d'Adobe. Donc, les différentes personnes qui bossent chez Adobe aujourd'hui, je vous épargne le son, mais se sont parlées et se sont mises au parfum, en fait, de ce qui se joue aujourd'hui chez le Crédit Agricole. Sur cette landing page, on voit des articles très intéressants qui peuvent parler en fait au Crédit Agricole. Et il y a un agenda, je vais mettre pause, qui a spécifiquement été fait aussi à ce moment-là par le Crédit Agricole, pour le Crédit Agricole, pardon. Donc voilà un exemple d'une stratégie d'account-based marketing one-to-one qui montre bien à un certain moment, quand il y a un enjeu fort en fait à se rapprocher d'un client, qu'il faut être dans une stratégie de contenu spécifique avec des contenus dédiés
qui ne sont pas que des études de cas sectorielles sur la banque et l'assurance. Ça ne va pas suffire en fait. Il faut vraiment aller dans le cœur de ce qui va parler à nos clients et à notre client en l'occurrence quand on est dans une stratégie de contenu one-to-one. Un deuxième exemple, encore plus fun, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une société d'intelligence contextuelle qui s'appelle GumGum, qui souhaitait faire en fait affaire avec la société T-Mobile, et ils ont appris en fait que le CEO de la société T-Mobile était un grand fan de BD, et ils l'ont incarné comme un héros en fait du contenu qu'ils lui ont proposé. Et on dit, toi, tu es T-Man et tu vas sauver le monde grâce à notre solution d'intelligence contextuelle. Et donc, c'est un contenu qu'on pourra vous partager d'ailleurs, qui est assez marrant, qui prend la forme d'une BD, qui, à nouveau, incarne énormément le CEO de la boîte comme étant le sauveur du monde, un super-héros. Et évidemment, ça a cartonné parce que même si le boss n'était pas dupe, ils ont bien compris que j'aimais ça, ils sont malins. Ça générait de l'émotion et de l'intérêt de sa part quant à la collaboration qu'il pouvait avoir à ce moment-là avec la société GumGum. Donc j'aimais bien moi cette tendance-là, je voulais vous la présenter, celle de l'ABM one-to-one. Les critères à suivre, c'est évidemment la conversion, le pipe commercial qu'on a réussi à générer grâce à cette stratégie-là, le nombre de contacts qu'on a réussi à toucher, le nombre de nouveaux contacts avec qui on a réussi à contractualiser au sein de la société à ce moment-là, c'est vraiment particulièrement puissant et pertinent. Là, on va passer sur un tout autre sujet. Il nous reste 3 tendances et vous allez voir, elles vont aller assez vite. C'est tester le live streaming. Tout le monde a entendu parler de Twitch. Qui allait sur Twitch? C'est une autre question. Je ne sais pas si vous pouvez commencer à mettre un peu pouce en l'air et dire oui, en effet, je connais bien Twitch et j'y suis allé. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, à un moment, je vous mets une petite vue. Mais le live streaming aujourd'hui, d'après les études qu'on a suivies, notamment chez Statista avec Romain, c'est un marché qui est estimé d'ici 2026 à 55 milliards de dollars, soit x3 par rapport à 2022. Donc, il va se passer énormément de choses sur les plateformes de live streaming. Le live streaming, c'est quoi finalement? C'est la diffusion en temps réel d'une vidéo sur une plateforme de live streaming. C'est une forme particulière de streaming dans laquelle la diffusion de la vidéo est faite de façon simultanée à sa captation. Donc, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'édition, tout se passe en live. C'est ce qui rend ce format assez séduisant. Parce qu'il est composé de choses qu'on ne va pas forcément venir, c'est ce qui capte l'attention de l'audience qui suit ça. Il y a plusieurs bénéfices en fait au live streaming pour les marques. Une marque qui viendrait s'adosser à des live streamers, donc des influenceurs, et à monter un partenariat avec elles, c'est le taux d'engagement. On voit que l'engagement en fait des consommateurs des live streamers est énorme en fait. Ils sont 2 fois plus susceptibles de partager du contenu avec leurs amis que sur tout autre type de contenu. Donc, l'engagement au sein d'une plateforme de live streaming est très fort. Les conversions sont énormes. Parfois, c'est des chiffres qui donnent même mal à la tête, quoi. Il y a certaines plateformes de streaming qui disent qu'il y a une personne sur 3 qui va vraiment convertir sur le produit de la marque lors de contenus qui sont en train de diffuser en live. Ça me paraît assez costaud, mais c'est une réalité. Et la notoriété peut se faire de façon vraiment pour le coup super forte. Donc voilà à nouveau à quoi ressemble Twitch. C'est pas super sexy, mais c'est très puissant. Il y a plein de chaînes thématiques qui permettent de scroller et de rentrer en direct live dans des vidéos proposées par des gens, que ce soit sur du jeu vidéo, de la musique et des sujets d'autres types. Et là, en fait, l'opération dont on veut vous parler, c'était la suivante pour la marque Actimel. C'est une activation qui a été proposée sous l'appellation Stay Strong Challenge. Le contexte, en fait, c'était qu'Actimel avait mené une activation dont je viens de vous parler avec 4 streamers sur Twitch. Les joueurs sont affrontés en fait sur un jeu qui s'appelle Boxman Struggle, qui est à mourir de rire pendant 1 heure avec le logo Actimel qui était bien présent sur les 4 streams. Et en fait, ça a super bien marché. Le temps de la diffusion, il y a eu 131 000 spectateurs uniques. La marque a été exposée à peu près 20 minutes en fait à l'audience pour une valorisation de 103 000 €, là où ça leur a coûté beaucoup moins. Je crois que c'était inférieur à 10 000 € l'investissement pour le coup de la marque sur cette vidéo dédiée. Donc là, on voit bien en fait sur cette page-là que le logo Actimel a été intégré et que ça a valorisé en fait la marque Actimel dans le cadre de cette opération. Donc, c'est pas un contenu en soi à proprement parler produit par une marque, ce qu'on vient de vous proposer, c'est juste de vous dire que s'adosser, si ça fait sens pour votre marque, évidemment, à des live streamers peut être très puissant en termes d'engagement, de notoriété, de fun, d'interaction, de conversion, de conversation avec votre marque. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller. Pensez bien à enregistrer votre live, ça c'est quand même super chouette. Quand quelqu'un le fait, il l'enregistre. Et quand on parlait tout à l'heure d'écosystème,
il n'y a pas que la diffusion en live de la vidéo qui est bien, c'est que derrière, vous pourrez la réutiliser en fait dans le cadre de votre communication. Pensez bien à rendre ce moment unique. Donc les live streamers que vous sélectionnez, ils vont être décisifs dans le cadre de ce qui se passera avec eux. Et n'hésitez pas, si vous le faites, j'ai vu qu'Orange l'avait fait aussi, à proposer des offres exclusives pendant le live streaming. C'est une super bonne façon de le faire et de créer à nouveau de l'attention et de l'interaction avec vos audiences. Combien j'ai eu de spectateurs uniques, combien j'ai fait de conversions, quelle a été ma part d'audience sur Twitch quand j'étais Actimel. Donc on vous en a parlé là, on vous a donné quelques chiffres. Ce sont les KPI qu'il faut suivre quand on parle de ça. Alors celle-là, elle peut paraître assez ancienne, j'ai même envie de dire old school, mais c'est assez affolant de voir à quel point en fait la newsletter reste un contenu coup de cœur de la part d'énormément de marketeurs en B2B, mais aussi en B2C. Il y a énormément de marketeurs qui déclarent aujourd'hui que c'est un contenu qui reste au cœur et au centre de leur stratégie éditoriale. C'est vrai chez nous, chez YouLoveWords, on fait des pages piliers, on fait des articles, on fait des podcasts, mais je crois que la love letter que tu sors tous les mois, Romain, est vraiment un contenu sur lequel tu prends beaucoup de plaisir à y accorder et qui marche très bien avec nos utilisateurs. Donc, on voulait vous reparler de ça, en fait. On voulait reparler de la newsletter. 53% des utilisateurs, en fait, accèdent aux actualités d'une marque ou aux actualités d'un média, d'ailleurs, via une newsletter. Et on voulait vous partager 6 tips, 6 conseils pour créer une newsletter qui fonctionne bien en 2023. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle, et de la difficulté potentiellement que l'IA peut avoir sur le ton de la marque. C'est bien ça aussi, j'ai envie de dire qu'il nous reste. C'est cet ADN, c'est cette force qu'on a nous, à avoir un ton de voix qui nous est spécifique, sur lequel on s'autorise des pas de côté parfois, un peu de fantaisie ou pas. Mais ça, c'est dans notre ton de voix. Et la newsletter est un moment magnifique au sein duquel on va donner une voix à la marque. Une newsletter ne doit pas forcément être très longue, mais elle doit engager, être incarnée et être personnalisée. Donc, continuez bien de le faire. Je vous ai montré 2-3 newsletters derrière, coup de cœur que j'adore. On verra si on a les mêmes d'ailleurs. Mais voilà, optez pour un ton original. Surtout, évitez d'être trop fade, uniquement basé sur de l'information dans vos newsletters. Là, vous raterez le coche, mais ayez un ton qui est vraiment propre à vous. Partagez à ce moment-là des contenus qui sont synthétiques, inspirants, uniques. Des secrets, des contenus un peu coulisses de la marque, des choses qu'on ne retrouve pas partout dans le cadre de votre communication. Simplifiez et soignez votre présentation. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, et les newsletters deviennent pour le coup de plus en plus légères et de plus en plus minimalistes et de moins en moins chargées en termes de visuel, de contenu. Ça marche moins en fait, c'est assez drôle. On a envie de lire des phrases simples, évidemment d'avoir un petit peu de couleur et des petites illustrations qui sont chouettes, mais vraiment simplifier et soigner votre présentation. Ça peut nous décomplexer parfois d'ailleurs. Là, on se dirait, il faut qu'on fasse un truc super beau, sinon les gens ne vont pas suivre ma newsletter. C'est faux, honnêtement. Ôtez-vous ça de votre tête, ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Faites simple, efficace, avec un ton de voix qui marche bien et créez ce rendez-vous-là comme un rendez-vous incontournable. Collaborez, pourquoi pas, aussi avec des personnes externes à votre newsletter. Faites venir des invités, mettez des citations, mettez des petits chiffres clés. Ça, je ne vous apprends rien en vous disant ça, mais c'est des choses parfois qu'on oublie qui font qu'une newsletter marche bien. Et surtout, la dernière règle que j'ai envie de vous partager, c'est qu'à la lecture de votre contenu et de votre newsletter, il faut qu'on vous dise merci. Et ça, il y a peu de contenus à la fin desquels on peut dire merci, franchement, c'est super chouette ce que tu viens de me proposer. En 3 minutes, j'ai fait le tour de l'actualité du sujet qui est le nôtre, notre sujet commun, et j'ai envie de te dire merci. Moi, je dis merci à Romain Dossal, dont je lis la newsletter très régulièrement, qui s'appelle Time to Sign Off. Elle existe depuis quelques années maintenant. Qui est abonné à Time to Sign Off? Je ne sais pas si elle vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Ça parle d'économie, ça parle de politique, ça parle de littérature érotique. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés à l'époque en faisant un partenariat autour des mots et d'une nouvelle érotique à la création de la société. C'est plus pour le petit clin d'œil. Mais voilà, c'est un terrain de jeu très sympa qui fédère des gens qui y trouvent du goût, de l'intérêt, un ton de voix qui tape droit au cœur de ses lecteurs et de ses consommateurs. Cette newsletter, vue comme ça, honnêtement, ça ne fait pas rêver, on est d'accord. Ce petit renard-là, il est sympa, mais bon. Et pour autant, elle marche très bien, cette newsletter. Nous, on vient de s'y inscrire. Ce qui nous plaît, c'est qu'ils font un pas de côté, en fait. C'est une néobanque engagée qui a créé la Gazette du Renard et qui partage chaque mois les good news autour de l'environnement. Là où aujourd'hui, sur l'environnement, on a l'impression qu'on entend beaucoup de discours un peu qui vont dans le catastrophisme, l'éco-anxiété, la nature est en train de partir totalement en sucette. Bon voilà, eux, ils prennent un pas de côté, ils disent tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu positiver et en soi, il y a un ton qui nous a plu chez YouLoveWords. C'est toi, Romain, je crois qu'il a découvert celle-là, et elle est assez chouette.
On travaille, nous, pour l'ADAMI, qu'on accompagne sur la production de certaines de leurs newsletters. Ok, vous voyez, on est dans les purs, on n'est pas en train de vous montrer un truc, waouh, vous êtes en train de vous dire, c'est incroyable comme c'est beau. Pourtant, les illustrations elles marchent très bien. Le choix de nos polices a bien fonctionné. On met les chiffres clés qu'il faut. On a trouvé un ton qui marche franchement, qui est assez bien, qui est assez précis. Et donc, voilà comment cette newsletter, aujourd'hui, est devenue au cœur de la stratégie de contenu de l'ADAMI et qu'elle le restera pour les mois à venir parce que ça fonctionne bien. Bon, là, je me suis fait plaisir. Je ne sais pas si vous lisez Petit Web, la newsletter de la fantasque Geneviève Petit. Pourquoi ça marche, en fait? Pourquoi moi, elle me capte déjà? Elle a un titre à chaque fois sur ses newsletters qui m'accroche. On a beaucoup parlé à l'époque de putaclic. Il y a un petit peu de ça quand même. Je me dis, tiens, ok, de quoi elle va me parler? Elle me donne envie de savoir. Donc, je clique, enfin, j'ouvre. Et derrière, c'est super bien foutu. Ce qui marche bien et ce qui m'a plu, c'est ce qu'elle appelle aussi les indiscrets. C'est le truc que tout le monde n'a pas. Elle a entendu entre deux discussions qu'il allait se passer ça. J'ai envie de savoir, en fait. J'ai envie de lire. Et ça, je ne le sais que dans le cadre d'une newsletter. Ça marche super bien. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Petit Web. Ça parle beaucoup de chat GPT en ce moment. Je sais que Geneviève adore ça. Et c'est passionnant, donc je vous invite à vous y inscrire. Ça, c'est un peu d'auto-promo. Pareil, je ne vous ai pas mis un contenu qui est le plus sexy qu'on produise, volontairement, mais c'est notre love letter. Et je crois que tu reçois beaucoup de love, Romain, quand tu envoies cette newsletter à la base. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est pas bien, faites-le tout de suite. Vous allez voir, a priori, on vous nourrira en sujet assez chouette sur tout ce qui gravite autour du content marketing. Les critères qu'on va suivre ici, c'est le temps de lecture, c'est le taux d'ouverture, c'est le taux de clics, voilà, c'est le nombre d'abonnés à notre newsletter. À nouveau, rien de très surprenant, mais on les suit dans un fichier dédié à cela et on est content de voir que cette newsletter est en train de décoller. Certainement, Romain, parce que tu as trouvé un bon ton de voix là-dessus. Je te passe d'ailleurs la main sur l'avant-dernière tendance et tu vas nous parler du design fiction. Moi, je ne connaissais pas le design fiction, mais tu vas nous raconter ça. Alors, on va parler créativité. C'est un sujet qu'on a commencé à développer l'année dernière sur comment travailler avec des artistes, comment apporter de la créativité à une marque. Le design fiction, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui, en fait, c'est le principe d'utiliser de la créativité pour imaginer ses évolutions futures. Et plutôt que de partir dans les grandes définitions, je voulais vous présenter un exemple qui date de 2019. C'est l'armée française, la Red Team, qui s'est regroupée avec l'Agence de l'innovation et de défense, l'état-major des armées et la direction générale de l'armement, et qu'on fait appel à des écrivains, à des auteurs de science-fiction, à des experts scientifiques et à des data analystes pour imaginer qu'est-ce que serait la guerre du futur. Et donc, ils ont dressé des scénarios et l'objectif, c'est de se tenir informé et de proposer, d'anticiper des scénarios et après d'avoir une action concrète sur des actions à mettre en place. Donc, vous pouvez consulter, si vous tapez Red Team sur Google, ils ont mis un site avec tous les scénarios possibles. Et c'est un exemple que je trouve intéressant parce qu'il est assez symbolique de comment est-ce qu'on peut apporter de la créativité dans une marque et comment est-ce que ça peut s'appliquer à la marque. Le design fiction, ça peut intervenir à 3 niveaux. Premièrement, dans la définition de la stratégie, et comme la Red Team, l'idée, c'est de poser des hypothèses et de concevoir des univers pour après adapter ces axes stratégiques et business. D'un point de vue plus stratégie de contenu, c'est également un outil puissant pour faire du storytelling. Je parlais de ChatGPT tout à l'heure. Design fiction, c'est un moyen d'avoir une plateforme de marque créative, d'utiliser d'autres territoires d'expression et d'essayer de comprendre les problématiques de ses clients. Et d'un point de vue contenu, c'est une façon qui est originale aussi et c'est une mode de raisonnement qui est intéressant pour trouver des problématiques qui vont être différentes, des problématiques qui vont être créatives et qui vont pouvoir capter l'attention. Je voulais vous partager un exemple assez ludique là-dessus. C'est Ikea qui a bossé encore une fois avec une équipe de scénaristes pour travailler sur les objets connectés du futur. Et ils ont sorti en interne un catalogue avec plein d'objets fictifs, donc qui sont pas sortis. Mais par exemple, à gauche, on a un drone pour arroser toutes les villes vertes et pour arroser les murs végétaux. À droite, on a un lit qui réduit les ondes pour faire comme une bulle autour des ondes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce document, ils l'ont partagé en interne, ils l'ont partagé dans toutes les équipes. Et l'objectif, c'est de sensibiliser sur ces sujets, de créer du dialogue et de lancer des business. Donc, si vous pouvez vous connecter sur le site d'IKEA, il y a une partie qui est dédiée aux objets connectés et ça permet de faire infuser dans son organisation
plein de nouvelles idées, plein de bonnes idées. Et donc, c'est un sujet qu'on trouve extrêmement pertinent pour travailler sa crédibilité, sa plateforme de marque. Et c'est un sujet qu'on peut mesurer avec avec l'engagement que ça génère, avec les performances sur nos réseaux sociaux, sur les performances sur les réseaux internes, et essayer de comprendre est-ce que les gens s'y intéressent, le temps de lecture qui est lié à ces sujets. Et on pense que ce sera de plus en plus utilisé dans le futur. Top, merci Romain. Je vois qu'on a des premiers qui doivent filer dans le chat. Il nous reste 5 minutes, donc on sera pile poil dans le timing. Je suis assez fier de nous, on a tenu notre heure et demie. Moi, je l'aime bien cette tendance parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent. Hein. Imaginez le futur, alors c'est des choses qui existent déjà, mais avoir des personnes en interne ou dans des sociétés comme les nôtres qui vont travailler sur la prospective, sur l'évolution des contenus et des sujets sur lesquels on va être, c'est passionnant. Et ça va nous amener à modifier la façon dont on engage en fait nos collaborateurs en ligne, nos audiences en ligne, nos clients en ligne. Donc, le design fiction, on va voir comment on peut tester ça cette année, mais je pense qu'on va y aller. La dernière tendance, c'est la suivante. Elle vient conclure finalement en fait cette matinée. C'est celle de la performance en fait. On va pas se mentir, une dernière fois un peu de retard par rapport aux États-Unis notamment sur notre capacité à mesurer la performance éditoriale de ce qu'on a mis en œuvre. Quand je dis on, c'est nous You Love Words par exemple, mais c'est aussi vous, vous les clients, les freelances. En fait, ensemble, on n'a pas encore trouvé, j'estime, une façon assez pérenne, assez stable, assez légère de structurer et de mesurer en fait la performance des contenus qu'on produit ensemble. Alors, je le vois ça de différentes façons. Nous, chez You Love Words, nos chers et fidèles clients, tous les mois, en fait, ou tous les trimestres, on leur envoie en fait un petit baromètre ou une petite mesure de la satisfaction de ce qu'on fait avec eux. Donc, en gros, on est en train de leur dire qu'est-ce que vous pensez de You Love Words, est-ce que ça marche bien. Donc, c'est souvent un moment d'ailleurs où on identifie des pistes d'optimisation, ce qui est toujours génial. Et on pose 3 questions. C'est est-ce que vous êtes content de l'accompagnement de You Love Words? Alors, généralement, on prend nous sommes très satisfaits de l'accompagnement de You Love Words. Pas tout le temps, parfois, nous ne sommes pas satisfaits. Alors, ok, on pilote, mais c'est bien. Est-ce qu'on est moins performant là-dessus? On va trouver des façons de faire. Mais là-dessus, ça tourne. La qualité des contenus, ça tourne bien aussi. Il y a toujours des petites pistes d'optim à apporter, c'est normal. Le contenu n'est pas une science exacte, mais on a une équipe de content stratégistes assez exceptionnelle et je tiens à les remercier parce qu'ils font un job de fou dans le cadre de l'accompagnement de nos clients et de la production des contenus qu'on leur propose. Mais là où généralement on n'a pas de réponse, c'est êtes-vous content de la performance des contenus qu'on produit pour vous? Alors c'est très souvent l'emoji, je ne sais pas en fait. Ça pique un peu, je me dis mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté pour finalement aujourd'hui ne pas réussir à mesurer vraiment la performance des contenus qu'on produit? Ce qu'on a peut-être raté, alors je ne sais pas si rater est le mot, et d'ailleurs on ne va pas s'auto-flageller, hein, mais c'est que c'est un sujet particulièrement complexe. Il est complexe pour quelle raison? Principalement parce qu'il repose sur un triptyque qui est un peu un casse-tête. Déjà, il faut arriver à collecter et à agréger la data qui va nous permettre de savoir si on est performant ou pas. Et très généralement, l'annonceur a du mal déjà à avoir la main sur sa propre data. Je sais que c'est un combat et une croisade que vous devez mener parfois en interne, pour des raisons techniques, des raisons organisationnelles, des raisons autres. Et donc, nous, évidemment, derrière, si on n'a pas cette data-là, on ne peut pas la piloter. Quand on l'a, parce que ça nous arrive, il faut arriver à l'analyser. L'analyser prend du temps, c'est un temps, et je pense que là, c'est notre responsabilité collective, qu'on ne prend pas assez, en fait. On ne prend pas assez de temps à analyser ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Peut-être parce qu'on considère encore trop souvent que le contenu, c'est quelque chose qui va remplir un silo et qu'on est dans une dimension un peu one-shot, comme on l'appelle, et moins dans une logique de performance dans la durée. Quand on est dans une logique qui s'inscrit dans la durée, là, on mesure plus souvent la performance, on arrive à analyser ce qui se passe. Cette étape-là d'analyse, elle prend du temps, elle est coûteuse en argent aussi, hein, mais elle est fondamentale dans le cadre de la performance qui va se passer derrière. La troisième étape, évidemment, étant que quand on a la data, qu'on l'a analysée, il faut la piloter, décider d'arrêter les podcasts parce que ça ne performe pas, ça nous coûte de l'argent. Là où les contenus SEO sont en train de très bien marcher, pourquoi pas nous renforcer là-dessus? Il y a plein de choses à mesurer, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui pour mesurer la performance. Hein. Pour mesurer son SEO, on a SEMrush, Ahrefs, Google Analytics, mais il y a 1000 outils derrière qui nous permettent encore de le faire. Je pense à CMJ, notre partenaire CMJ aussi. Sur le social, il y a Outsuite, évidemment, il y a Sprout Social, il y a Meltwater, il y en a des tonnes encore qu'on n'a pas pu forcément mettre sur cette slide. Dans l'audio, il y a Ocha, on les adore. Dans l'emailing, il y a Mailchimp, il y a Sendingblue. Donc pour les websites, il y a Analytics, évidemment. Dans la mesure de la performance de ces leads, nous, on utilise énormément HubSpot. Il y en a d'autres qui utilisent Salesforce ou Zendesk.
Et pour la visualisation, il y a des choses qui existent. Tableau, qui est assez impressionnant, et Google Data Studio. Je ne sais pas combien, en fait, de ces outils-là vous connaissiez, mais ça en fait déjà beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'a pas réussi. Alors, on en rigolait hier avec Alexis, notre CMO. Il faudrait qu'il y ait un SaaS qui fusionne tout ça. C'est un peu ce que fait d'une certaine façon Google Data Studio, mais pas sur l'ensemble des acteurs du marché. Et donc, très souvent, on se retrouve à faire ça. Et ça donne un peu de mal à la tête, même si c'est fondamental de le faire. Et que parfois, sans parler d'un SaaS révolutionnaire qui permettrait de tout traquer, tout mesurer, on a plein de spreadsheets, on a plein d'outils qui permettent déjà de bien mesurer les choses. S'il faut le saisir à la mano dans un premier temps et le faire, mais au moins suivre, faisons-le. Mais je pense que c'est ça qui nous amène aujourd'hui à nous dire que la performance, on ne la mesure pas assez, c'est que ça demande des tableaux de RACI, un accès à de la data qu'on n'a pas forcément. Donc, mon point, en fait, aujourd'hui, il est moins de vous dire que nous, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il est plus de vous inviter, en fait, à y réfléchir avec nous. C'est que vous soyez aujourd'hui DIRCOM, DIRMarket, à nouveau founder d'une boîte, dirigeant d'un groupe du CAC 40, pourquoi pas. J'ai vu qu'on avait des noms assez prestigieux inscrits ce matin. Réfléchissons ensemble à comment on va réussir à mesurer la performance des contenus qu'on produit à vos côtés. You Love Words, aujourd'hui, c'est l'extension des équipes de ses clients. On ne se substitue pas à vous. On est là pour vous aider à produire les meilleurs contenus qui soient. Historiquement, d'ailleurs, on le fait avec la solution que je vous ai présentée au début de la présentation. Et maintenant, avec Claire, on va lancer une offre qu'on appelle Connect. Là, je vous fais un méga teasing qui va consister à placer aussi des consultants éditoriaux chez vous quand vous avez des trous dans la raquette et qu'il vous manque des ressources. On a aujourd'hui les meilleurs consultants du marché pour vous aider, toujours en étant l'extension de vos équipes, à produire les meilleurs contenus qui soient et à les mesurer. Donc, on va réfléchir ensemble à comment arriver à avoir des critères qu'on suit et qui nous permettent de performer et d'être fiers de nous, parce que c'est le sujet un peu là. Le sujet, c'est de se dire que tous les investissements que vous nous confiez et qu'on met nous aussi en ressources humaines et même financières performent et amènent à des résultats. Ces résultats, on ne doit pas forcément en avoir tout le temps l'obsession absolue. Il faut parfois aussi sortir un petit peu de ça, mais si on ne suit pas la data, qu'on n'analyse pas, qu'on ne la pilote pas, on se rate, quoi. Donc, je vois plein de pouces en l'air, ça fait plaisir. On va l'organiser, ce think tank. On va voir de quelle façon on va le faire. Ce que j'ai envie de vous dire aussi aujourd'hui, c'est pour tous les amoureux de la première édition de la Content Week qu'on a organisée l'année dernière. C'était 250 personnes qui sont venues dans nos bureaux faire la fête, aller à un concert de Nouvelle Vague, mais surtout parler des 10 tendances éditoriales du marché. On s'est éclaté, on avait une chef à domicile qui a fait plein de trucs. Cette année, ça va prendre une autre forme. On appelle ça les Content Days. Donc, on va avoir un Content Days par trimestre qui va suivre le programme de l'académie que pousse aujourd'hui Bertille. Et donc, vous allez recevoir bientôt des invitations. Connectez-vous, inscrivez-vous. Ce sera dans nos bureaux pour le coup. On va se poser ensemble sur qu'est-ce que le SEO aujourd'hui et comment le SEO performe. Et on va mesurer la performance du SEO. Ce serait une occasion de tester peut-être, on se sera dit ensemble à l'occasion de notre think tank, et de voir comment on peut vraiment bien suivre la performance du SEO. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas le sujet le plus dur à suivre d'ailleurs. Mais si vous êtes OK de choses, dites-nous si vous êtes intéressé par le think tank. Donc, je vois les pouces en l'air, on prendra vos coordonnées, on vous recontactera. Et puis, gardez à l'esprit que ce matin, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau ce qu'on fait avec vous. On va suivre ces sujets-là toute l'année à l'occasion de nos Content Days. Il me reste quoi ? J'ai dépassé d'1 minute le temps. Mais voilà, est-ce que vous êtes prêts pour 2023 ? J'ai envie de dire, on s'est parlé de beaucoup de choses. Il y en a peut-être certaines sur lesquelles vous êtes dit ouais, bof, ou d'autres, putain, c'est génial. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça va susciter des envies. On est vraiment là pour vous. N'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire. Moi, c'est gregory@youlawords.com. Romain, c'est romain@youlawords.com. Emma, c'est emma@youlawords.com. Ça va pas être très compliqué. Et on est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider. Ce lieu qu'on a créé, qu'on n'a pas pu vous montrer aujourd'hui, c'est un laboratoire d'idées. Donc, venez aussi parfois bosser de chez nous en télétravail une journée. On ne vous fera pas payer, promis. Mais venez nous partager vos histoires. C'est pour ça que nous, on fait ce job. C'est pour vous rencontrer et c'est pour ensemble arriver à continuer d'être performant dans ce métier de communicant, de directeur marketing, de dire édito, de dire com, de freelance et de raconter des histoires qui vont taper au cœur des gens. Vendredi, on vous envoie en avant-première l'e-book, sachant qu'on va l'envoyer au marché la semaine prochaine. C'est ça ma petite surprise. On a passé pas mal de temps à travailler dessus. Donc, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Ça va reprendre à peu près tout ce qu'on s'est dit ce matin. Hein. Mais voilà, je crois que c'est tout. Merci à tous. On peut s'applaudir. Bravo à tous ceux qui ont passé l'heure et demie avec nous. Ça veut dire qu'on a réussi à capter aussi un peu, ou à captiver, à vous captiver plus que capter votre attention. C'était un plaisir de vous présenter ça. Romain avec moi. On est là.
Et merci à Emma, merci à Laetitia qui nous a aidé à relire les slides ce matin à 8h, pied levé. Merci à Capucine, à FX, à Alexis, à toute l'équipe, à nos sales, à nos chefs de projet, à nos partenaires. Je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot toi aussi, Romain. Merci à tous. Ouais. Et je reviens vers vous fin de semaine avec tous les contenus. Super. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on va les garder et on vous fera une petite réponse personnalisée. On trouvera le temps ces prochains jours. N'hésitez pas à nous faire un coucou. On est au 280 boulevard Voltaire, donc vous venez frapper à la porte et puis il y aura forcément quelqu'un qui voudra vous accueillir pour parler de contenu avec vous. Sinon, vous nous écrivez. Voilà. Bon, très bonne année à tous. On n'a pas fait de vœux cette année. On s'était dit que nos vœux, ce serait de vous partager un peu ces contenus-là. Et on espère que ça vous a plu une dernière fois. Bonne journée et encore une fois, merci à toute la team et merci à vous d'être restés connectés. Ciao.